Bienvenue. Peut-être pour ceux pour lesquels qui viennent pour la première fois, rappeler quel est le principe de cette réflexion commune, même si c'est moi qui ai la charge de l'initier. Le but, c'est de prendre des questions qui sont les nôtres, qui sont celles de notre vie quotidienne, en essayant de les approfondir d'abord avec l'outil philosophique. Alors délibérément, je ne fais pas un cours de philosophie qui ferait référence à tous les ouvrages ou à tous les auteurs qui ont travaillé sur un sujet, parce que ça serait fastidieux et puis ça ne serait pas honnête, parce qu'il faudrait les passer en vitesse, on n'aurait pas le temps de travailler à fond chacun de ces auteurs. Le but aussi, c'est d'essayer d'arriver à une lumière pratique. Pas simplement de se faire plaisir en réfléchissant sur des questions fondamentales, mais d'essayer d'éclairer la prudence qui est la nôtre. Donc on est des fois dans une recherche fondamentale, on le verra sur la question de la liberté, mais on est orienté vers l'action. Voilà. Le but, il est aussi que je présente le sujet tel que je le vois, et puis qu'ensuite on puisse débattre de la question. Plusieurs fois, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à 2, à 3 ou à 4, ou bien à la même table, ou bien les uns derrière les autres? C'est tout simplement parce que j'ai souvent l'expérience des tables rondes, que dans une table ronde, à moins qu'on se connaisse très bien, j'ai eu la chance d'en faire une hier avec un ami, on s'empiète l'un l'autre et c'est rare qu'on se complète. Les spectateurs sont contents parce qu'ils ont eu deux opinions contradictoires, mais on n'a absolument pas eu le temps de creuser les choses à fond. Voilà. Et puis, bien sûr que c'est plus agréable d'avoir des orateurs successivement différents. Mais c'est vrai que pour se former en profondeur, ça aide d'avoir la même personne, quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord avec elle et qu'on la conteste. Parce que précisément, on s'habitue à réfléchir avec la personne qui parle. Voilà, donc vous l'avez compris, le but n'est pas de donner un enseignement, mais de proposer une réflexion. Et l'expérience que j'ai eue en formation philosophique montre que de réfléchir avec la même personne permet soi-même de se faire. Les choses ne sont peut-être pas aussi pétillantes que si à chaque fois c'était nouveau. Mais ça permet de se former personnellement en profondeur et pas simplement d'avoir des petites idées toutes faites, satisfaisantes, dont on sort avec des étoiles dans la tête et puis au bout de 100 mètres, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Alors cette question du multiculturalisme, elle est une question évidemment très concrète aujourd'hui en France, parce que la part des Français d'origine maghrébine, ayant une foi musulmane et connaissant une pratique de leur foi aussi, parce que l'intensification de la pratique religieuse musulmane et la diminution de la pratique religieuse catholique et l'élargissement de la non-pratique religieuse. En gros, vous avez trois phénomènes. Les non-pratiquants religieux sont devenus majoritaires en France. La pratique catholique a beaucoup diminué. La pratique de l'islam a beaucoup augmenté. Ça fait des tonalités culturelles fortes. Je ne suis pas sur la question religieuse, mais au niveau culturel, ça fait des choses fortes. Parce que la culture chrétienne, s'il n'y a pas de pratique, il suffit d'une génération et ça devient une espèce d'arrière-fond avec quelques valeurs qui ne sont pas plus chrétiennes qu'elles ne sont humanistes, athées d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on est dans des évolutions culturelles à l'intérieur de notre pays fortes. Et le multiculturalisme, c'est-à-dire en tout cas un enrichissement de ces cultures les unes par les autres, on n'est pas rendu, comme diraient les jeunes. Pour l'instant, on est plutôt dans la juxtaposition. C'est-à-dire que les gens qui sont majoritairement non pratiquants se désintéressent de la culture chrétienne, qui est quand même une culture qui a marqué l'Occident assez en profondeur, s'intéressent de loin à la culture musulmane, mais pas tant que ça d'ailleurs. Ils savent les 5 piliers, et puis c'est à peu près tout. Ils ont rarement une idée précise de la géographie de l'islam et de son histoire. Les catholiques pratiquants ne sont pas toujours fanatiquement passionnés ni par l'islam, ni par la culture athée sous sa forme contemporaine, culture plutôt agnostique à la frontière de l'agnosticisme et de l'athéisme, qui a une configuration tout à fait assez précise. On n'est pas seulement dans une espèce de soupe culturelle, il y a des configurations de la culture post-chrétienne, on va dire ça. Et les catholiques pratiquants ne sont pas toujours passionnés par la compréhension de ça. Et puis, ceux qui sont plutôt de culture musulmane, et plutôt de culture musulmane d'Afrique du Nord, qui n'est pas tout à fait la même que ceux qui viennent de Turquie d'ailleurs, et qui est très différente par exemple de l'Indonésie ou des Philippines, ou de l'Afrique noire, même s'il y a aussi une présence de l'islam d'Afrique noire, venant d'Afrique noire,
ne sont pas non plus passionnés ni par la culture post-chrétienne de l'Occident, ni toujours par le christianisme d'ailleurs. Donc on peut pas dire qu'on soit dans un multiculturalisme actif en France. Alors il y a des pôles, il y a des lieux, il y a des groupes, mais c'est très minoritaire, il faut être clair. On peut même dire d'ailleurs que la mécompréhension de ces cultures les unes par rapport aux autres est plutôt en état d'augmentation. C'est-à-dire la culture post-chrétienne devient obscurantiste quant au christianisme. Moi, je suis très frappé du nombre de gens cultivés qui sont, enfin ils sont même pas non cultivés, ils sont obscurantistes sur le catholicisme, c'est-à-dire qu'ils disent des âneries, des stupidités, des contresens, voilà, plus que sur l'islam. Voilà, et puis on est alors entre l'islam et le christianisme, on n'est pas toujours. Oui, il y a des chrétiens qui connaissent un peu bien la culture musulmane, mais pas tant que ça. Et puis certains musulmans s'intéressent, qui sont ceux qui sont entre guillemets les plus intégrés à notre vie républicaine, mais toute une partie ne s'intéresse pas du tout à la culture chrétienne, ni même parfois à la culture du pays qui les accueille. Voilà. Non pas qu'ils n'y seraient pas intéressés si on leur en parlait, mais parce que tout simplement on ne leur en parle pas. Voilà. Puisque vous prenez l'école publique, on ne forme pas tellement à la culture du pays. La culture française, c'est quoi? Alors on fait on lit des textes, mais on ne peut pas dire que la littérature soit aujourd'hui conçue dans l'éducation nationale comme le fer de lance d'une formation à la culture. Non. Enfin, ça fait un bout de temps. Moi, je n'ai pas souvenir non plus qu'on m'ait beaucoup formé à la culture française. Mais faut-il le faire? C'est une question. Alors, ensuite, le multiculturalisme, ça existait et ça existe. Ça existe aux États-Unis, par exemple. La culture afro-américaine, la culture WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant Culture. Et les hispaniques, là, il y a un vrai multiculturalisme, avec des appartenances à des communautés différentes. Donc, il y a des endroits où ça existe. Les villes cosmopolites, ça a aussi existé. Istanbul a été une ville très multiculturaliste. En son temps, d'ailleurs, Jérusalem était aussi une ville très multiculturelle. Paris, je pense, ça a été à une phase, la fin du 19e, une ville peut-être plus multiculturelle, où les uns s'intéressaient aux autres, où la culture russe et la culture française, la culture polonaise, la culture anglaise, la culture américaine se rencontraient dans l'entre-deux-guerres aussi. Paradoxalement, on est moins multiculturel, on est plus dans une espèce de... Peut-être parce que les cultures sont moins marquées. Donc, c'est la première chose. Les carrefours, ça a toujours existé, le multiculturalisme. Par contre, ce qui est récent, c'est l'émergence consciente et développée du concept de culture. L'émergence en Occident de la culture comme étant un patrimoine appartenant à un peuple et comme étant le lieu où un peuple s'identifie, développe ses valeurs et que c'est quelque chose à favoriser, à protéger et que c'est sur la base de la culture que des peuples peuvent rentrer en dialogue, ça c'est très récent. Ça c'est quasiment, alors le commencement intellectuel de ça c'est l'entre-deux-guerres, mais c'est l'UNESCO. C'est ce qu'a développé la place de l'UNESCO dans le monde occidental a été de sensibiliser les différents pays, d'y être d'ailleurs relativement parvenu. À la suite, j'allais dire, du phénomène brutal et violent de la décolonisation, qui a quand même été un phénomène, là aussi, de choc culturel assez fort, et bien avant la mondialisation. Et donc voilà, la prise de conscience de l'importance de la culture, mais c'est très étonnant, cette prise de conscience, elle a atteint un premier niveau, qui fait qu'on sait que la culture c'est important, mais dès que vous demandez à quelqu'un de définir ce que c'est que la culture, alors là c'est beaucoup plus compliqué. Prenez tous les gens qui ont bac plus 5, vous leur demandez qu'est-ce que c'est que la culture, vous allez avoir des réponses, à mon avis, très diversifiées, dont peu correspondent à la définition que donne l'UNESCO, qui est très précise et qui correspond à des choses très, très, très intéressantes. Aujourd'hui, la culture, on l'identifie au patrimoine, on l'identifie aux œuvres artistiques, on l'identifie au folklore, voilà. Le fait que la culture soit ce qui constitue l'identité d'un peuple, non, ça, on ne réfléchit pas à ça. C'est plutôt de l'ordre patrimonial, c'est plutôt de l'ordre historique la culture. C'est pas d'abord un phénomène vital qui est le cœur du politique. Parce que le politique, la culture est plus importante pour le politique
que l'institutionnel, que le constitutionnel. Voilà. Le fond, c'est la culture. Encore une fois, ce qui fait l'identité d'un peuple humain, communauté humaine, normalement, c'est sa culture. C'est là qu'on retrouve ses valeurs, qu'on découvre aussi son dynamisme, sa capacité d'ouverture, son rapport à l'universel. Voilà. Et aussi son histoire. Et puis, troisième chose, mais je ne veux pas le développer, c'est que le multiculturalisme, c'est aussi une tarte à la crème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'être multiculturel, d'être pour le métissage, pour la différence, alors aussi bien dans les entreprises qu'ailleurs. Ce type de discours grandiloquent qui correspond souvent à des intentions généreuses qui ne donnent pas grand-chose dans la durée, ou tout simplement à de la communication sans contenu. Voilà, ça, on le sait, mais la problématique, c'est la communication sur le multiculturalisme ou le métissage peut donner lieu, au fond, à une espèce d'ironie qui fait que ça donne, du coup, ce qu'elle est caricatural peut donner bien des raisons de ne pas s'intéresser à la question, qui est quand même une énorme question. Alors, elle se pose sur notre territoire, mais elle se pose évidemment quand on va à l'étranger. Très frappant, quand vous allez visiter les communautés, vous traversez, enfin, vous visitez moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup visité ma communauté. Et au passage, on croise des Français qui sont ailleurs. Alors vous avez deux versions, quoi. Vous avez l'expatrié qui est dans son ghetto, pour être court. Enfin, c'est méchant de dire son ghetto. Enfin, il est dans sa zone de Français, quoi, parce que il n'a pas envie, ou il se sent pas capable, ou il n'a pas le temps de s'inculturer dans l'endroit où il est. Puis vous avez ceux qui mettent jamais les pieds chez les expats et qui eux sont vraiment inculturés, qui n'en sont pas moins français d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on est un pays qui a pratiqué dans son histoire à la fois l'intégration culturelle en interne et la capacité de s'intégrer à une autre culture de manière remarquable, mais qui a aussi pratiqué la xénophobie et le refus complet d'intégrer celui qui est différent de manière tout aussi remarquable. Et on est un peu le double héritier là-dessus. Ça dépend des familles, ça dépend de régions, ça dépend de l'histoire, ça dépend de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a simultanément des lieux de vrai multiculturalisme et des lieux de rigidité, de juxtaposition. Du coup, au niveau concret, on le voit bien au niveau concret, c'est de sortir de la coexistence, la question du multiculturalisme, parce que la coexistence, c'est pas loin de l'affrontement, au niveau culturel, parce qu'on ne supporte pas longtemps de coexister avec des gens qui fonctionnent trop différemment de nous, dans leur manière de faire du bruit, dans leur manière de faire la cuisine à cause des odeurs, dans leur manière de se parler, dans leur manière de respecter les lois ou de se permettre de la marge, enfin voilà, ou pas. Enfin, déjà, quand vous mettez quelqu'un de Marseille avec quelqu'un de Lille, il faut un peu chaud l'ambiance. Mais bien sûr, quand vous prenez quelqu'un qui vient de alors les Coréens ou les Japonais sont très polis à l'égard de notre incapacité à intégrer leur culture quand ils sont chez nous. Mais là, on voit bien qu'il y a une coexistence. Avant d'arriver à plus qu'une coexistence avec un Japonais ou un Coréen, il faut du temps. Il faut que vous compreniez quel est son mode de fonctionnement, qu'il soit prêt à vous en parler d'ailleurs, et que lui s'intéresse aussi au vôtre, en se contentant de le respecter à distance. Bon, ça c'est un premier enjeu. Un enjeu plus profond, il me semble, c'est la constitution d'une culture commune. Bon, je ne vais pas revenir parce qu'on l'a travaillé plusieurs fois. La mondialisation nous impose une culture qui est en train de se planétariser, qui n'est même pas le plus petit dénominateur commun de toutes les cultures. Ce serait trop beau. Mais qui a une configuration sur laquelle je m'attarde un tout petit moment. Mais il y a un enjeu, c'est que dans la mondialisation, quelle culture allons-nous choisir de fabriquer? C'est une vraie question. Si nous ne choisissons pas de fabriquer une culture, le système économico-social qui est en train de s'imposer mécaniquement à l'échelle de la planète nous imposera la sienne, pour être simple. Voilà. Donc je dirais, l'enjeu du multiculturalisme, c'est quelle culture commune choisit, ou quel travail d'unité de la culture par convergence choisissons-nous de mettre en œuvre, et puis envisageons-nous la nécessité de résister à la culture que la mondialisation, encore une fois, ou la non-culture, pour être plus précis, que la mondialisation va nous imposer mécaniquement, est en train de nous imposer mécaniquement. Alors, je ne m'y attarderai pas, mais s'imaginer qu'un outil technologique, par exemple, est capable de générer de la culture, c'est complètement absurde. Jamais un outil qui génère de la culture. Il permet le développement d'une culture. Mais la chose très étonnante, c'est qu'on est en train de voir un monde dont les modalités d'existence humaine commencent à être façonnées par les outils que nous utilisons. C'est très nouveau, ça. D'ailleurs,
on en avait parlé une fois, en train de réaliser, nous sommes la première phase de l'humanité qui vérifions l'hypothèse marxiste. La Russie n'a pas vérifié le marxisme puisqu'elle a échoué de l'avoir cru et ça n'a pas marché. Mais nous sommes peut-être les premiers humains à vivre une phase où nous serions déterminés par nos outils ou par les rapports que nos outils nous donnent par rapport au monde. Puisque l'hypothèse de Marx, c'est ça. C'est qu'une société est déterminée par le rapport au monde que lui donne son outil de production. Donc dis-moi quel rapport tu as économiquement au monde, à la nature, et je te dirai quel est le mode de société dans lequel tu vis. Voilà, c'est très clair. Si vous regardez aujourd'hui un jeune de 15 ans, les référentiels qui sont les siens, son appréhension du monde physique, son appréhension d'autrui, son appréhension de la vie collective, son appréhension du corps, son appréhension de l'avenir, son appréhension du passé, est déterminée à 80% par les outils qu'il utilise et par les informations que lui donnent ces outils et la forme sous laquelle les informations lui sont données. 20%, c'est peut-être la famille. Alors, on espère que les 20%, c'est sur les choses les plus importantes de la culture. Hein. Mais pour moi, actuellement, c'est 80-20. La transmission culturelle familiale, alors, je pense que dans le meilleur des cas, elle porte sur les fondamentaux. Mais sur les fondamentaux. Enfin, sur les fondamentaux. Sur ce qu'on appellera les convictions. Mais si vos convictions sont les bonnes, mais que votre manière d'appréhender, par exemple, le passé et le futur, vous est imposée par les outils, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si cette manière d'appréhender le passé et le futur n'allait pas complètement annuler les convictions de vos enfants? Si par exemple le passé ça vaut rien, ça n'a aucun intérêt. C'est juste le truc qu'il faut intrinsèquement dépasser dès qu'on est né. Si la seule chose qui a de la valeur, c'est l'inventivité pour le futur, demandez-vous dans ce que vous leur dites le nombre de choses qui seront obsolètes de toute façon, de facto, au bout de 20 ans. Est-ce que vous leur présentez les valeurs qui sont les vôtres comme des choses absolument innovantes pour le monde futur? Difficile, hein, faut faire un super boulot pour ça. Mais si vous leur présentez comme les trucs auxquels vous avez cru et éventuellement vos ancêtres, là c'est réglé. Vous êtes rangés, enfin vos convictions sont rangées au rang du patrimoine momifié. Enfin, c'est muséographique, quoi. Alors on va visiter papa et maman pour leur demander leur avis, quoi. Mais c'est les ancêtres, quoi. C'est intéressant de savoir ce qu'ont pensé les vieux. Je plaisante juste à peine. Voilà, donc là, il y a une vraie question. Du coup, comment la poser philosophiquement, cette question de la culture? D'abord, mesurer son ampleur. Hein, c'est vrai que ce que pense la communauté dans laquelle nous vivons, sa manière moyenne de se représenter les choses, conditionne extraordinairement notre propre manière de penser. Alors, au mieux, on est avec sa vision à soi non soluble, c'est-à-dire que vous voyez, on est rigide, quoi. Vous mettez, je ne sais pas trop quoi. Je pense que les gens de l'ambassade des États-Unis dans les années 50 n'étaient pas solubles dans la culture russo-soviétique de l'époque. D'accord. Par contre, je pense que ça ne devait pas être facile, étant à l'ambassade des États-Unis, de développer l'ouverture culturelle. Oui, je peux dire ça. Que si vous êtes face à une culture qui vous agresse ou dans laquelle vous êtes en état d'opposition, c'est pas facile de développer l'ouverture. C'est tout bête. Quand vous avez des gens qui sont autour de vous, qui non seulement pensent différemment de vous, mais qui pensent de manière hostile par rapport à vous, ou bien parce que vous le ressentez comme tel, ou bien parce qu'ils sont objectivement hostiles, faites comment pour développer l'ouverture? Vous êtes en état de survie culturelle. Donc de vous ratatiner la culture sur vous-même. Vous survivez, vous pouvez conserver d'ailleurs les valeurs les plus profondes qui sont les vôtres, mais vous n'allez pas développer l'ouverture. La culture d'ailleurs ne se définit pas par son ouverture. Hein. Et donc la culture est un lieu qui nous façonne, c'est un lieu de projection collective, c'est un lieu de sécurisation aussi des personnes, parce que c'est la manière commune dont nous pensons, dont pense un peuple, et la manière dont elle finalement elle transmet à ceux qui naissent dans ce peuple, pas dans ce territoire, dans ce peuple. Il peut y avoir plusieurs peuples sur le même territoire. C'est par là que se transmettent, bien au-delà des paroles, hein, à travers les manières d'être, une certaine vision du monde. La culture, elle véhicule une vision du monde, qui n'est pas nécessairement très élaborée. La vision du monde des civilisations primitives a un côté archéologiquement et même ethnologiquement tout à fait passionnant. À vivre, c'est quand vous étudiez un tout petit peu de près ce que ça donne, personne n'y retourne. Hein.
Personne ne retourne dans ce type de manière de vivre. Parce qu'il y a aussi une aliénation de la personne singulière absolument considérable. Et donc, il y a là une manière de se sécuriser, mais aussi du coup, une grande difficulté, sur la base de la formation culturelle, à comprendre une autre culture. Parce que vous voyez, c'est un pack, la culture, c'est un tout. Ça se tient. Et donc, tout d'un coup, si une culture n'a pas de forte proximité avec la vôtre, bien, vous allez non seulement ne pas la comprendre, mais projeter votre lecture sur l'autre. Voilà. Donc, la culture, elle développe aussi l'ostracisme ou la xénophobie. C'est-à-dire la peur de l'étranger, tout simplement. Pas nécessairement le racisme, c'est une forme extrême, mais voilà, ne pas comprendre l'autre parce que sa culture, qui elle-même est consistante à peu de lisibilité pour la nôtre, ou à peu de compatibilité avec la nôtre. Et donc la question, elle est comment précisément se positionner humainement vis-à-vis de la culture. Parce qu'on voit bien que... alors, on pourrait dire, vous voyez, sur le multiculturalisme, l'idéal, c'est quand les cultures sont différentes et compatibles. Oui, mais elles peuvent être toutes, en fait, on va le voir, elles peuvent véhiculer de la barbarie. L'ensemble des peuples qui ont envahi la Gaule et qui ont même envahi l'Empire romain, étaient des gens avec des cultures différentes mais compatibles. Il y avait du dynamisme, il y avait de la vitalité chez eux. Heureusement, d'ailleurs, en arrivant dans la culture gréco-romaine, ils ne l'ont pas détruite. Mais il y avait aussi une part d'obscurantisme, de vision très limitée du monde, à côté duquel la civilisation gréco-romaine apparaissait comme beaucoup plus riche. On y reviendra, toutes les cultures ne se valent pas. Elles ont toutes des richesses. Mais entre la culture grecque et la culture de certaines tribus d'Amazonie, certaines, pas toutes, mais on pourrait prendre l'Afrique, on pourrait prendre la culture lapone, enfin, et on verrait que, à tout comparer, il y a des développements de la personne humaine qui ont eu lieu et d'autres qui n'ont pas eu lieu. Ce sont des développements objectifs. Par exemple, l'accès à l'universel, la compréhension qu'il y a quelque chose dans les... La compréhension, pas simplement le pressentiment. La compréhension et la formulation rigoureuse, de manière rationnelle, qu'il y a quelque chose d'universel dans tous les hommes, fondement de la possibilité de défendre la dignité égale de tous les hommes à l'échelle de la planète, ça, ce n'est pas une invention des tribus primitives. La tribu primitive, elle se contrefiche de l'identité de la peuplade adverse. D'accord ? Ce n'est pas son problème, elle n'est pas capable de la penser. Ni son identité, ni celle de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne la vit pas. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la dimension religieuse n'est pas présente. Ça ne veut pas dire que la dignité de la personne humaine n'est pas présente et qu'elle n'est pas respectée, mais elle n'est pas formulée. Tout le monde sait que quand la dignité de la personne humaine n'est pas capable d'être formulée, elle est rarement capable d'être défendue. Tout bêtement. Voilà. Alors aujourd'hui, ça scandalise les gens qu'on puisse dire que toutes les cultures ne se valent pas. Ça dépend à quel niveau. Dans toutes les cultures, l'humain peut se développer. Mais dans toutes les cultures, tout de l'humain ne peut pas se développer. Et tout ne se développe pas au même stade. Alors, dans une culture qui permet un développement large et approfondi, certains sont parfaitement régressifs, dangereux et bornés, alors que dans une culture plus fermée, certains au contraire la poussent aux frontières, tout à fait d'accord. Mais tout simplement parce que, de la même manière que tout ne se vaut pas en termes d'éducation. Tout le monde sait qu'un enfant qui, dès qu'il voit le bien d'autrui, s'en empare et lui tape dessus pour s'en emparer, est un enfant qui est moins formé et moins développé dans sa personne que quelqu'un qui a compris qu'il pouvait éventuellement non seulement respecter le bien d'autrui, mais éventuellement même le partager avec autrui, voire lui donner quelque chose. C'est tout simple. Donc toutes les éducations ne se valent pas. Si toutes les éducations ne se valent pas, ça veut dire que tous les référentiels ne se valent pas. Et donc toutes les cultures ne se valent pas. C'est pas vrai. Ensuite, qu'une culture ancienne et développée comporte toujours des pépites de génie. D'accord ? Quant à la manière de vivre humainement, bien sûr. Bien sûr. Et donc, qu'une culture sur un plan précis qui est celui du développement intérieur de la personne n'en vale pas une autre, ça ne veut pas dire que sur d'autres plans que le développement intérieur de la personne, elle n'a pas développé du génie dans l'ordre, je sais pas trop quoi, médical, du génie dans l'ordre culinaire, du génie dans l'ordre de l'expression vocale, du génie, voilà. Donc il y a du génie humain. Le génie humain, il n'est pas nécessairement uniquement dans le développement de l'intériorité humaine, dans sa capacité à penser l'universel et dans sa capacité à avoir une relation d'altérité avec autrui. Deux choses que l'Occident ont délibérément choisi de pousser plus que d'autres.
Alors évidemment, j'en viens tenir le propos que je tiens, c'est prétendre qu'il y a effectivement une base transculturelle, préculturelle, métaculturelle, appelez-la comme vous voulez, qu'il y a autre chose que la culture. Et donc que je peux mesurer la culture. Et que donc que la culture n'est pas le tout de mon existence. Alors, le grand débat qui suit des Garmorins, que je respecte, hein, mais un débat quasiment impossible à mener, qui est où est la nature, où est la culture. C'est important, oui, parce que je dirais plutôt où est la matière, où est mon discours. Ça, c'est important, oui. Parce que mon discours a beau être une chose, la matière en est une autre. Enfin, vous voyez, j'ai beau prétendre que je suis capable de voler, on va dire, vérifions. D'accord ? Ou pour aller de manière plus récente, je peux prétendre que je suis une femme, si j'ai un corps d'homme, ça pose problème quand même. Que j'ai choisi l'identité féminine, si mon corps est manifestement masculin, et il l'est au moins génétiquement, ça pose un problème tant que je n'ai pas réussi à muter génétiquement, même si je subis des opérations chirurgicales esthétiques. Voilà, donc il y a la matière. Hein, il y a la matière avec sa brutalité, son étroitesse, sa capacité de modification et sa capacité de non-modification, ça dépend sur quoi je veux la bouger. Et puis il y a le discours, il y a la pensée, et la pensée n'a pas toujours une emprise sur la matière au point de la modifier radicalement dans sa structure. La loi de la gravitation n'arrive pas à se vaincre autrement que par des outils jusqu'à nouvel ordre. Quand vous avez beau penser très fort, même s'il y a peut-être des champs gravitationnels contraires qui arrivent à faire léviter, aider à léviter les moines bouddhistes, c'est tout à fait possible, mais on ne les a pas encore vus se déplacer en lévitation, si vous voulez, de Lhasa à New York, quoi, pour faire plus court. C'est-à-dire que c'est limité, c'est dans le champ du possible de la matière. C'est pas seulement dans le champ du délire de la pensée. Et aujourd'hui, tous les gens sont censés admettre que ce qu'on appelle le voyage astral, c'est un voyage intérieur, ce n'est pas un voyage physique. Qui se sert d'ailleurs de la connexion des psychismes les uns aux autres, comme une espèce de gigantesque réseau de connaissances. Mais voilà, et donc la question elle est, et ça c'est encore une fois, c'est ce que défend le philosophe, c'est qu'effectivement la philosophie, c'est l'outil d'affranchissement de ce qu'est la culture à de non-humains. Parce que les cultures véhiculent autant... Alors là encore, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'une culture qui pratique aisément la peine de mort dès que quelqu'un ne plaît pas au peuple est moins respectueuse de la personne humaine que celle qui ne la condamne pas à mort mais l'emprisonne à vie? C'est bien que j'ai un référentiel que je prétends universel. Donc les gens qui prétendent que toutes les cultures se valent sont des gens qui renoncent définitivement à la Déclaration des droits de l'homme. Et la prétention d'ailleurs à légitimer un quelconque respect de la personne humaine sous la forme dont l'Occident a d'ailleurs un temps essayé de développer et a du mal d'ailleurs à être conforme à ce qu'elle avait tenté de promouvoir. Et donc concrètement, ça montre bien qu'au cœur de la pensée occidentale, et c'est ça qu'il faut vérifier d'une manière qui dépasse la dimension purement culturelle, l'Occident culturellement a la prétention d'être capable de dépasser les représentations culturelles pour atteindre l'universel. Est-ce possible? Voilà, je ne vais pas me lancer dans cette démonstration-là. C'est le travail de la pensée grecque, c'est différemment le travail de la pensée cartésienne, et c'est le travail de la pensée scientifique. Pour faire court, hein. En gros, vous avez la pensée antique, grecque, gréco-romaine. La pensée romaine, elle n'a pas rien inventé du tout, elle est basiquement grecque, qui prétend que qui démontre qu'il y a un accès à l'universel par la pensée, et que cet universel est atteint à partir de l'expérience. Ensuite, vous avez... et ça donne... Je dis ça parce que ça donne une certaine manière de dépasser la culture qui est très particulière, qui part de l'expérience. L'expérience, elle est marquée par la culture. Donc, qui, sur le terrain même de l'empreinte culturelle, dégage l'homme de l'emprise culturelle. Vous voyez la différence entre l'empreinte et l'emprise. C'est ça le travail de la philosophie grecque. C'est au fond d'aller sur le terrain de la connaissance empirique et d'essayer de faire un partage des eaux entre ce qui, dans cette connaissance empirique, relève de l'idée toute faite, de l'opinion toute faite, de la représentation culturelle, et ce qui relève de la réalité elle-même. C'est ça le travail des Grecs. Et l'idée géniale, c'est de ne pas être allé chercher des explications dans un arrière-monde, mais d'être allé les chercher sur le terrain même de l'expérience. La pensée cartésienne est tout à fait différente. Celle dont nous sommes les héritiers. Les Méditerranéens sont un peu, malgré eux, héritiers de la pensée grecque. Dès qu'on s'éloigne vers le nord, on s'éloigne de ce type de pensée, géographiquement, culturellement. Mais nous sommes, nous, les héritiers d'abord de Descartes. Et Descartes, comment vous dire ça? Il ne prétend pas se dégager du culturel sur la base de l'expérience, il prétend se dégager du culturel par les lois du raisonnement, par la mécanique de la pensée, et par l'expérience que je pense.
Hein, donc la manière dont Descartes, ce qu'a repris Husserl d'ailleurs, prétend se sortir de la sensation, du sensible et de l'expérience, c'est précisément par l'expérience de la pensée. Et donc il y a une méta-expérience, qui est l'expérience qui pollue, et l'expérience basique, qui est celle de la pensée, qui est plus celle du réel, mais qui est celle de la réalité, qui est la pensée, et qui est le je qui pense. Toute la pensée occidentale, jusqu'à la phénoménologie, ne décolle pas de ça. La science, elle, a opéré une espèce de truc mixte, c'est-à-dire que elle prétend, en partie, je pense qu'en partie, à juste raison, se dégager de la culture par le dégagement de lois universelles dans les choses, pas seulement dans la pensée. D'accord ? Donc, se sert de la pensée cartésienne, mais l'applique à l'observation scientifique, qui n'est pas la même chose que l'expérience philosophique telle qu'en parlent les Grecs, et qui consiste à repérer les lois dans la réalité, les constantes dans la réalité, par mesure, et essayer de se représenter quelles sont les lois fondamentales qui régissent le monde mesurable, pour être très précis. Tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas scientifique. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'atteint pas à la qualité, mais on l'atteint par la mesure. Et donc la science met en ça, elle est culturelle, suit l'hypothèse cartésienne, qui est de dire ce qu'il y a de vraiment universel s'atteint par la raison cartésienne, et par la raison cartésienne appliquée aux objets mesurables. Ça va, ça ? Oui. Ça, parce que Descartes ne montre pas la légitimité de sa pensée, je vous fais court, mais il ne montre pas que sa pensée est légitime, il démontre qu'elle fonctionne, ce qui n'est pas pareil. Mais il décrète que cette pensée invalide la précédente, qui est la pensée antique, sans le montrer. Il l'affirme de manière dogmatique et de manière d'ailleurs culturelle. Et donc c'est très bizarre, parce que du coup ça nous donne à nous le sentiment qui est réel que nous atteignons à un universel, mais le sentiment faux que le réel scientifique m'extrait de la culture. C'est tout à fait faux. La culture, les sciences, sont essentiellement des manières occidentales de réfléchir sur les choses. C'est des préoccupations de type occidental. L'obsession de la mesure, ce n'est pas du tout le propre des civilisations primitives. La sagesse, pour le coup, la religion musulmane, dans sa grande tradition jusqu'au XIVe siècle, s'intéresse d'ailleurs, comme la pensée occidentale de type méditerranéenne, à l'observation des phénomènes et à leur mesure, mais comme une manière de regarder la réalité. Elle n'en fait pas du tout l'universel. C'est juste pour dire que nous... Voilà. Je dis ça parce que la mondialisation, elle se fonde là-dessus, c'est qu'il y a un outil universel qui s'appelle la science. Et il y a une forme d'exercice de l'universel qui s'appelle la technique. Donc tout ce qui est scientifique et technique est la base de l'universel auquel la mondialisation va enfin nous donner accès. C'est-à-dire que la mondialisation, elle comporte en elle-même le remplacement de la particularité des cultures par une culture scientifico-technique ou techno-scientifique, si vous préférez. Voilà, il faut juste le savoir. Avec un imaginaire d'ailleurs qui l'accompagne, qui lui est une espèce de soupe, de mélange pour le coup, tous azimuts, avec des choses très intéressantes d'ailleurs, mais un espèce de remix de l'ensemble des cultures. Hein. L'imaginaire de notre monde contemporain, on le voit bien dans les films, est capable d'accueillir toutes les formes d'imaginaire. D'accord ? Mais on sait bien que ce n'est pas sur la base de cet imaginaire qu'on va construire un monde. Le monde, il se construit sur la base du techno-scientifique. Le seul langage universel aujourd'hui, c'est le techno-scientifique. La seule manière de relier vraiment les hommes à l'échelle mondiale, c'est le techno-scientifique. Voilà, donc il y a là, à mon avis, une question philosophique majeure, hein, enfin une question humaine tout simplement, qui est, peut-on dépasser la culture autrement que par le scientifique ? La réponse de la pensée méditerranéenne, et puis la réponse de l'expérience, hein, c'est que oui, tout simplement parce qu'il y a des expériences qui sont communes, tout bêtement, à tous les humains au-delà de leur culture, et que je peux distinguer l'expérience de la représentation que j'en ai. Par exemple, l'expérience de la maternité peut donner lieu à des représentations et des discours culturels extrêmement variables d'un peuple à l'autre, mais il y a des constantes. D'accord ? La relation que développe le fait de porter un enfant 9 mois dans son ventre et la relation que développe au père le fait de ne pas l'avoir porté 9 mois dans son ventre détermine un certain nombre de choses qui sont préculturelles ou métaculturelles. C'est ce qui intéresse le philosophe, normalement. Mais c'est ce qui nous intéresse, nous. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire la critique de sa culture, familiale, tribale, de sa classe sociale, de sa région, de son pays, de son continent, de sa religion, il faut bien avoir une base. Et la seule base possible de la critique de la culture, c'est précisément ce qui la précède.
c'est-à-dire ce qu'il y a dans les expériences qui sont les nôtres d'universel. Qu'après ça, je les pense, c'est autre chose, mais que ça soit là. Avoir faim, avoir soif, souffrir, mourir, ou être proche de la mort, se battre pour survivre, développer un métier, mais on pourrait prendre des choses plus simples, construire un mur. La maçonnerie, ce n'est pas d'abord de la culture. C'est d'abord un métier. C'est un métier pratiqué par des hommes qui touchent quelque chose d'universel, parce que les murs se montent partout de la même manière. Sur la base des mêmes matériaux, évidemment. Jamais personne n'a inventé une manière de construire des murs qui arrive à éviter la loi de la pesanteur et la loi de la gravitation. Personne. Donc, tous les artisans du monde respectent les lois fondamentales de la pratique de leur métier. Et ça développe d'ailleurs, chez l'artisan, quelque chose d'un sens universel de l'homme, que n'a pas le manipulateur de signes, par exemple. Je dis ça parce qu'on est le monde du tertiaire, qui est essentiellement un manipulateur de signes. Les 80% de nos emplois d'aujourd'hui sont beaucoup plus loin de l'universel que ne le sont les métiers. D'accord. Parce que le langage, c'est ce qu'il y a de plus culturel. Le fait qu'on parle, ça c'est universel. Mais la langue, c'est extraordinairement, pour le coup, ça comporte la matrice de la culture, la langue. C'est le gaufrage fondamental, la langue. C'est pour ça que la première dictature qu'on exerce sur un enfant, c'est de lui apprendre une langue maternelle. Après, la dictature est paternelle, mais la première est maternelle, parce qu'on lui apprend une langue. On ne lui a pas demandé, peut-être que votre enfant il serait bien plus épanoui s'il avait appris le finnois, ou le coréen. La langue française ne lui convient pas du tout, les sonorités l'angoissent. Alors que l'américain du Bronx l'aurait au contraire ravi. D'accord, ça ne sonne pas le français. Il y a des R, il y a des E muets, des espèces de trucs très durs. Catastrophe pour certains enfants, qui auraient besoin de rondeur, de montée, de descente vocale extrêmement forte, je sais pas. Écoutez le tamoul. On a des frères à Pondichéry. Vous écoutez le tamoul, et ces gens ils sortent des bruits, des sons, vous dites, mais vous ne comprenez rien du tout, quoi. Et alors, en plus, ils ont des variations musicales. Et alors, au bout d'un instant, vous apercevez que c'est vous l'abruti de service, parce que vous avez d'une grossièreté par rapport à la subtilité des tons musicaux qu'ils ont. Vous n'entendez rien du tout. Voilà, juste pour dire que voilà, la langue, c'est la culture. Et effectivement, tu disais déjà Aristote, seule la pensée transcende la culture, au-delà du symbole de la langue. Et donc, il y a là... ça veut dire au passage que le multiculturalisme est un vain mot si l'intelligence que l'homme peut avoir au-delà de la culture n'est pas mise en jeu. Autrement dit, comme le disait très intelligemment Benoît XVI à Ratisbonne, seul le logos c'est ça, c'est le discours qui atteint l'universel. C'est-à-dire pas simplement une pensée universelle, mais une pensée capable de se formuler. Et il disait très justement, il n'y a pas de dialogue interreligieux et il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas de culture véritablement digne, critique, c'est-à-dire capable de mesurer ses propres limites et de les corriger, s'il n'y a pas le logos. Voilà. Et donc toute forme comment dire ça, de groupe humain qui développe une pensée qui n'est pas logique, logos ça ne veut pas dire logique, mais qui développe l'intelligence universelle, doit pouvoir contribuer à la pensée des autres qui font la même chose. C'est pour ça qu'il disait que normalement la religion, quand elle développe le logos, devrait faire partie de l'espace public de l'université, puisque l'université, elle se définit précisément par le logos, normalement, par la recherche de ce qu'il y a d'universel dans l'homme, c'est pour ça que ça s'appelle université. Or, normalement, une religion un tout petit peu intelligente, elle ne fait que ça, de travailler sur l'universel de l'homme. Donc il disait, c'est tout à fait anormal qu'une université, il a tout à fait raison d'ailleurs, au plan rigoureux, qu'une université laïque ne fasse pas une place importante à la réflexion des religions, et pas seulement à l'analyse psychosociologique ou historique des religions, est tout simplement une université qui n'a pas compris ce qu'elle est. Parce qu'en plus, c'est une invention chrétienne, l'université, au passage. Voilà, donc, sous une forme qui peut paraître intellectuelle, l'enjeu est très profond, qui est de savoir, il n'y a pas de multiculturalisme si les hommes ne se retrouvent pas sur un dépassement de leur culture. Parce que s'ils ne se retrouvent que sur ce qui leur ressemble dans la culture de l'autre, et s'ils, du coup, ils s'opposent sur ce qui, au contraire, ne leur ressemble pas, rien ne leur garantit que ce qui leur ressemble n'est pas la part inhumaine de la culture d'autrui. On le sait bien.
dans certains cas, les dictatures de droite et de gauche se retrouvent, parce qu'elles ont le même type de culture. D'accord ? Alors qu'elles sont idéologiquement opposées. Mais certains traits de leur culture, qui est l'ingérence dans la vie de la personne, la déclaration que le bien commun est un absolu non négociable à l'égard du bien des individus, et que de toute façon c'est l'État qui est chargé de mettre en œuvre l'essentiel de ce que les individus doivent faire, c'est bizarrement, c'est des modes de fonctionnement culturels, enfin des modes de représentation et des cultures qui peuvent exister à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Voilà. Et donc, encore une fois, la culture ne me garantit pas l'humanité. Cultiver ne veut pas dire humain. J'ai toujours cet exemple qu'on m'avait cité, j'ai oublié leur nom, mais celui qui était à Sarajevo du côté des Croates, non, des Serbes. Et voilà, et ceux qui étaient du côté des Croates étaient tous les deux des grands universitaires. L'un, je crois, qui avait un doctorat de psychologie, et l'autre qui était un spécialiste mondial de Shakespeare. Et c'est très clair, la culture n'a jamais fait, vous voyez, la culture au sens où d'avoir des représentations cohérentes des choses ne me prémunit pas contre l'inhumanité, au contraire, elle peut la justifier. Alors, il vaut mieux tenter, en tout cas, malgré tout, de s'intéresser à la culture que de ne pas s'y intéresser, parce que de ne pas s'y intéresser, c'est de se maintenir d'avance dans l'obscurantisme. Mais encore une fois, seule une culture qui développe son autocritique, et donc qui développe une part de la raison qui transcende la culture, est réellement capable, en fait, d'être une culture humaine digne de ce nom. Et donc le multiculturalisme n'est possible comme enrichissement des cultures les unes par les autres que sur la base d'une pensée philosophique, ou d'une pensée du logos, d'une philosophie de l'homme, appelez-le comme vous voulez, enfin, du souci d'atteindre ce qu'il y a d'universel dans l'homme, au-delà de la représentation et donc de la culture. Ce qui ne veut pas dire que ça suffit. Le multiculturalisme, ce n'est pas la philosophie. D'accord ? Après ça, il y a des représentations et des manières de comprendre l'homme qui ne se réduisent pas à la philosophie. Il y a des choses qu'on comprend par la manière de manger ensemble, il y a des choses qu'on comprend par la manière de chanter ensemble, il y a des choses qu'on comprend par la manière de vivre avec les personnes et que la philosophie mettra des années à raconter, alors qu'en 3 mois, en vivant avec les personnes, vous voyez, on l'a dans la peau. Et donc, la culture ne se réduit pas à la pensée. La culture, c'est des manières d'être humanisantes, pour faire court. Et tout ce qui permet de développer ces manières d'être humanisantes. C'est-à-dire qui favorise la croissance de l'humain. Mais le travail de la philosophie, c'est de vérifier, de manière critique, qu'effectivement elles le sont, humanisantes. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord dans l'euphorie que ça veut dire que c'est humain. À Nuremberg, en 1933, ils étaient très, très dans l'euphorie collective, quoi. Hellfest, qui est une grande festivité grand moment de rassemblement unanime des jeunes, je ne suis pas sûr que ça développe authentiquement une culture humanisante. L-H-E-L, E-2-L. Hein. Et donc, cette question, de la critique de la culture comme base du multiculturalisme, elle doit s'étendre bien sûr jusqu'à la religion. Si la religion a la prétention, sans doute légitime, il faut qu'elle le montre. Pas qu'elle le démontre, mais qu'elle le montre. De parler de ce qui est au-delà de la raison, encore faut-il qu'elle respecte la raison. D'accord ? Alors, respecter la raison, c'est pas respecter la petite idéologie rationaliste post-cartésienne d'une laïcité étroite, pour faire court. D'accord ? La raison au sens fort du terme, au sens grand du terme. Mais c'est vrai, une religion qui développe des choses qui sont tout simplement contraires à l'homme dans ce qu'il a d'universel, ne peut pas prétendre être en ça humanisante. Donc en ça, elle n'est pas, tout simplement, elle n'est pas humaine comme religion. Elle n'est donc pas religion, parce qu'elle ne relie rien du tout. Elle aliène. Et il peut y avoir d'ailleurs dans une religion qui à tel moment de son existence a développé quelque chose d'humanisante, dans ses succès d'années, vulgarisés, enfin on le sait bien, hein, il y a certaines formes de la religiosité catholique du 19e et même jusqu'au milieu du 20e, qui sont exactement l'inverse du christianisme dans sa teneur profonde, qui sont la caricature inverse. Moi je dis de temps en temps, il y a une certaine vision de Dieu développée dans la vulgarisation catholique du 17e au 19e qui légitime qu'on soit athée par survie mentale. C'est une vision qui est tellement caricaturable et monstrueuse, tellement perverse d'ailleurs pour être court. Parce que développé Maurice Bellet, c'est un Dieu pervers. Quand on développe l'idée d'un Dieu pervers, effectivement, pour éviter de devenir pervers soi-même, il vaut mieux ne pas y croire. Et
et considérer que si c'est ça Dieu, alors évidemment ça n'existe pas. Voilà. Et donc la religion développe un au-delà de la culture et même de la philosophie, dans certains cas, pas toujours. Mais elle ne le peut qu'en acceptant d'être sans cesse purifiée, elle-même, par la raison. Et donc, comment dire ça, c'est le travail dans le multiculturalisme que d'accepter que ma propre pensée religieuse puisse être, par la confrontation avec d'autres cultures, appelée à approfondir la dimension rationnelle, je ne sais pas comment dire ça, à éprouver les concepts, les notions et les représentations qui sont les siennes. Pas directement avec les représentations des autres, mais en allant chercher plus profondément. C'est vrai, quand vous discutez avec un musulman sur la simplicité de Dieu, et qu'en gros il vous explique que si vous êtes catholique, vous êtes trithéiste, donc vous êtes idolâtre parce que vous êtes pour le polythéisme, on ne s'en sort pas toujours bien. Parce qu'il faut savoir, si Dieu est 3 ou s'il est 1, ce n'est pas une question totalement stupide. Alors souvent, le catholique va dire, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est quand même passionné une partie du christianisme. Mais voilà, c'est pour dire que d'entendre l'autre défendre son point de vue avec rigueur, ça peut dans certains cas déstabiliser les représentations simplistes que je peux avoir. Alors, ça c'est la réflexion théorique évidemment, hein, et elle est nécessaire parce que le multiculturalisme, je pense personnellement, ne peut pas se mettre en œuvre, ou que ce soit tant qu'il n'y a pas, une espèce d'instance de la rationalité, de lieu que j'appellerais moi un lieu philosophique, un lieu où on cherche la sagesse au-delà des différentes cultures auxquelles chacun des partenaires de cet espace appartiennent. Et cet exercice, il est excellent, d'avoir à soumettre ce que je crois spontanément, ma manière spontanée d'être, à une formulation qui rende raison de ce qu'elle a d'humain, cette manière d'être, cette manière de penser. C'est excellent ça. Pourquoi tu mets ta fourchette à droite et ton couteau à gauche? Faut-il, dans les manières de parler, dans les manières de se dire bonjour, soumettez par exemple la manière dont les Français que nous sommes exercent, ou peut-être qu'on n'exerce pas l'hospitalité. Et vous demandez, est-ce que c'est signe de quoi ça? Une bonne question. Beaucoup de peuples, que nous considérons dans certains cas comme barbares, pratiquent une hospitalité beaucoup plus élaborée que nous, par exemple les Corses. Évidemment, les gens continentaux considèrent que les Corses sont des brutes puisqu'ils s'entretuent pour des raisons absolument ancestrales, absolument incompréhensibles. Voilà. C'est vrai qu'ils s'entretuent, et ça a quelque chose de primitif et de non-humain, tout à fait d'accord. Mais bizarrement, ils exercent l'hospitalité de manière démesurée par rapport à nous. Donc, c'est des bonnes questions, ça. Sommes-nous des gens hospitaliers? La culture française est une culture de l'hospitalité. Je vous laisse répondre. La réponse est sévère. Capital pour le multiculturalisme. Parce qu'évidemment, la première forme de la multiculturalité, c'est de devenir hospitalier, non? Parce que si vous n'êtes pas hospitalier envers les personnes, il ne faut pas croire que vous allez être envers la culture. Je veux bien que tu me donnes un bouquin et des informations sur Internet qui me permettraient de comprendre ta culture, mais il ne faudrait quand même pas que tu viennes manger et dormir chez moi. Tu vois? On va manger ensemble, ailleurs. On s'offre un repas mutuel, mais venir t'installer chez moi là, non. Comme Kadhafi dans les jardins de l'Élysée, pas trop. Vous savez, il a amené sa tente, son chameau, tout ça. Il y a des régions d'ailleurs dans lesquelles on vous accueille au parvis de chez vous, mais pas dedans. C'est ça l'hospitalité. Enfin, c'est pas ça l'hospitalité, pardon. Ça, c'est la nôtre. Alors, du côté de la mise en œuvre, parce que il me semble que c'est intéressant, le multiculturalisme, c'est pas seulement bien de le comprendre, c'est de savoir est-ce que c'est pas seulement une utopie, parce que ce que je viens de dire, c'est très mignon, mais est-ce que c'est praticable? D'abord, il ne faut pas rêver, bien sûr, hein, dans le sens que la culture, ça colle à la peau, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire ça fait partie, l'inconscient collectif, il est aussi prégnant que la génétique, quasiment. Et on ne se déprend pas de son inconscient collectif, simplement par prise de conscience. Et puis jusqu'où sommes-nous capables de prendre conscience? Vous savez, c'est ce que certains psychologues appellent les traits culturels. Quand on commence à se moquer d'un peuple sur certaines dimensions, il devient fou. C'est irrépressible. C'est vrai, vous faites comprendre à un Français qu'il n'est peut-être pas très intelligent. Au fond, c'est peut-être même bête ce qu'il dit. Que ça dénote simplement un manque de recul. Le prend mal. Hein.
très mal. Et si vous lui expliquez que pour ça, il pourrait peut-être se soumettre aux autres d'ailleurs même, alors là, c'est fini. En fait, il faut qu'il y ait des domaines dans lesquels il est durablement handicapé, le français. Et qu'il va falloir qu'il se mette à l'école, comme français, hein. Pas à l'école française, à l'école des autres. Pas simplement aller chercher des bonnes idées et les transposer chez lui. Chez les entreprises veulent bien faire du benchmarking, ça s'appelle du benchmarking, faire ça. Mais vraiment se mettre à l'école. Donc repartir de zéro. Trouvez un Français qui peut repartir de zéro. Un Coréen, quand il vient en France, il est obligé de repartir de zéro. Hein. Sinon, il ne va pas survivre longtemps. Rien que la langue. Voilà, donc je prends cet exemple-là, hein, mais, parce que je connais plus les traits culturels de la France, mais c'est les lieux d'humiliation. Les lieux où un peuple se sent humilié. Ce qu'a raté la France avec l'Allemagne, par exemple. Je ne connais pas assez la culture allemande pour vous dire qu'elles sont très, très culturelles, mais ce qu'on a fait vivre à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, c'est clairement ce qu'il ne fallait pas lui faire vivre. C'est qu'on a tapé dans les traits culturels. Donc on l'a humilié gravement. Quand on humilie gravement un peuple, on est à l'horreur de la guerre. Donc je dis, il ne faut pas rêver parce que la culture, elle implique des angles morts, c'est-à-dire des choses, on ne comprend même pas qu'elles sont fausses, quoi. Il va falloir beaucoup de temps, un long détour avant de s'en apercevoir. Un long détour par de la réflexion philosophique et aussi par d'autres cultures. Ensuite, une fois qu'on ne rêve pas, le multiculturalisme est possible, enfin il est possible de l'amorcer. Et donc pour moi c'est un processus, ce n'est pas un résultat à obtenir. Et c'est un processus permanent. C'est-à-dire qu'on n'atteint jamais un résultat parce que quel résultat on obtiendrait? Que des cultures qui vivent les unes avec les autres finissent par en fabriquer une troisième ou une quatrième, ce n'est pas nécessairement bon signe ça. Le multiculturalisme, ce n'est pas d'annuler sa culture. C'est d'être capable de la critiquer et de la mettre à contribution pour le bien d'autrui. Et donc il y a tout un travail de la pensée, pas nécessairement, je vous dis pas nécessairement profondément philosophique, hein, par contre qui n'est possible que sur la base de la relation. C'est-à-dire que je pense que le multiculturalisme, c'est pas moi qui pense, ça se voit, il se fabrique dans la relation. Et il se fabrique pas seulement par le dialogue, mais par la connaissance préalable au dialogue. Parce que comment vous voulez dialoguer si vous ne connaissez pas l'autre? Et comment vous voulez dialoguer, connaître l'autre si vous ne vivez pas un peu avec lui? Donc effectivement, le multiculturalisme, il commence par une part de vie partagée. La part de vie partagée permet un commencement de connaissance, et le commencement de connaissance permet le dialogue. Sauf si on est dans des cultures très proches. Mais la plupart du temps, les vraies cultures sont assez différentes les unes des autres. Et donc, pourquoi devoir passer par une part de partage de l'existence pour engendrer une connaissance qui permette le dialogue? Mais parce que pour pouvoir atteindre ensemble un certain universel, il faut bien l'avoir vécu. Parce que sinon, c'est la vision que l'un a qui est contre celle de l'autre. C'est comme... C'est très simple. Moi, les débats philosophiques, on a envie de dire aux gens, mais écoutez, on va vous enfermer pendant 6 mois, puis après ça, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est bizarre, je pense qu'au bout de 6 mois de vie commune en situation de survie, chacun aura bougé dans sa philosophie. Parce qu'il y aura une expérience humaine commune qui sera la base, d'abord d'une critique de sa propre philosophie en voyant ce qu'elle avait d'absurde parce qu'on a fait souffrir à l'autre des visions toutes faites. Enfin, c'est la famille, quoi. Hein. La famille, on voit bien, les débats d'opinion, quand on est bien enfermé dans le même espace, alors que vous êtes en vacances, vous n'avez pas le choix, dans le même bungalow, dans la même maison, que de toute façon, là, vous y êtes pour une semaine, vous avez intérêt à entreprendre des négociations, et les négociations ne sont possibles que sur la base de la compréhension d'autrui, sinon c'est la guerre. Et donc, pour parler plus simplement et plus pratiquement, c'est l'humilité qui est nécessaire. Parce que l'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est l'attitude par laquelle j'accepte de quitter ce que je sais déjà pour m'intéresser à ce que je ne sais pas encore. Et donc, c'est l'attitude par laquelle j'accepte d'entrer dans une expérience pour une part nouvelle, grâce à quelqu'un qui ne vit pas de la même manière que moi parce qu'il n'est pas de la même culture. Donc, l'apprentissage humble d'autrui est la base de la possibilité, la condition de possibilité d'un multiculturalisme. Évidemment, dans cette humilité, il y a cette espèce de, là aussi, pour moi, de base qui est au fond d'accueillir qu'il y a dans l'homme un mystère et que ce mystère transcende ce que ma culture elle-même est capable d'en dire. Autrement dit, ce que l'on peut dire de l'homme ne s'épuise pas dans la culture, ni même d'ailleurs dans le discours philosophique.
Vous voyez, ça, pour moi, le multiculturalisme implique à la base, oui, ce qu'Aristote disait, c'est-à-dire une certaine émerveillement, enfin, au moins une admiration pour la culture d'autrui, pour l'autre dans sa culture, pour être plus précis, pas nécessairement la culture d'autrui, mais pour l'autre dans sa culture. Si je n'ai pas un intérêt pour l'autre, et je n'ai pas un intérêt pour l'autre, réel, hein, qui sera fécond, si je n'ai pas une certaine admiration. Sinon, c'est un intérêt d'efficacité utilisatrice, et donc c'est fini. Je ne m'intéresse plus à l'autre, je m'intéresse à ce qu'il peut m'apporter, c'est-à-dire à moi. C'est tout. Mais le vrai intérêt, pour autrui, réclame de lui laisser un espace et d'accepter d'entrer dans l'espace qu'il me propose. Enfin, en gros, ça s'appelle apprendre à vivre ensemble, quoi. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, selon un bon modèle cartésien un peu français, c'est pas en m'expliquant la culture de l'autre que je vais réussir à vivre avec lui. C'est en vivant avec lui que je vais commencer à toucher quelque chose de sa culture. Et puis de lui, au-delà de la culture, parce qu'il est bien plus que sa culture, évidemment, et moi aussi. Aristote disait, pour que l'amitié commence à grandir, il faut avoir partagé suffisamment de repas pour avoir consommé une demi-livre de sel. C'est ça le multiculturalisme. Ça commence comme ça. Il faut avoir pris pas mal de repas ensemble. La deuxième étape, c'est d'essayer de penser les complémentarités. Bien sûr, les ressemblances, ça va ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que là où une culture est la plus riche pour l'autre, ce n'est pas simplement là où elle vient la compléter, lui apporter des éléments, c'est là où les personnes d'origine culturelle différente ont, à cause de leur culture ou grâce à elles, besoin les unes des autres. Parce que de nouveau, il y a des choses que j'acquerrai jamais. Vous allez en Inde, pour apprendre à manger avec les doigts de manière propre, il faut 50 ans, non? Je sais pas, 40 ans. Même dans la culture indienne, selon les niveaux de caste dans lesquels ils sont, ils mangent plus ou moins proprement avec les doigts. Donc vous pouvez y aller avant de manger comme un brahman avec les doigts là. Il faut 3 générations. Parce que moi, je dis ça, vous arrivez là-bas, je lui dis, vous dites, mais ils font comment là? Je ne suis pas plus bête qu'eux, non, quand même. Non, j'ai des doigts aussi, moi. Bon. Je ferais faire ça avec un pianiste, parce que je présume qu'un pianiste, il a quand même une grande noblesse dans ses doigts, non? Je ne suis pas un violoncelliste, un type qui a vraiment, il loue pas ses doigts, enfin, si, il les loue d'ailleurs, et puis il est assuré dessus, enfin, vraiment, puis il faudrait le faire manger à l'indienne. Je pense qu'il serait alors encore plus humilié que tout le monde, lui. Parce qu'il fait des choses là au violon, au piano. Alors pour manger, il n'y arrive pas. Parce que je vous dis, ils arrivent à garder les doigts propres. Vous avez l'impression qu'ils ne la touchent même pas la nourriture. Pourtant, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas d'alors. Miséricordieusement, d'ailleurs, quand vraiment vous êtes tellement humilié que vous en mettez partout, on vous amène une cuillère, d'ailleurs, en vous faisant bien comprendre que vous êtes un barbare, quoi. Un grossier personnage qui est à ce point ignare et handicapé qu'il n'est pas capable de manger proprement avec ses doigts. Voilà. Et là, je vous dis, vous vous dites, bon, durablement, je n'y arriverai pas. Alors qu'eux, ils arrivent à manger très vite avec une fourchette ou une cuillère, non? Évidemment, la prothèse compensatrice qui fait à la place, ça va. C'est plus cultivé de manger, et puis alors ça vous élimine complètement. Après ça, vous êtes à vos enfants, c'est plus propre de manger avec une cuillère. S'il a un peu de connaissance, votre enfant il vous dirait, mais non maman, si tu me formais à l'indienne, ce serait plus propre que de manger avec les doigts. Ça évite de faire la vaisselle en plus. Puis on ne peut pas planter la fourchette dans la main de la petite sœur. Donc c'est beaucoup moins dangereux. Vous me direz comment ils coupent la viande, c'est une bonne question. La viande est déjà coupée. C'est la politesse. C'est comme d'une grossièreté. C'est à la limite de la barbarie d'obliger les gens à couper la viande dans leur assiette, non? Vous n'avez pas remarqué? Vous faites vraiment des grossiers personnages pour faire des choses pareilles. C'est ridicule, ça humilie l'autre. Puis ça le met en situation, je dis, allez-y, déchirez-la à pleines dents tant que vous y êtes. Non? C'est évident, vous allez en Corée, vous allez au Japon, vous allez en Inde, évidemment que la viande elle est précoupée. Enfin voilà, on pourrait dire des milliards de choses sur les cultures. Mais c'est pour dire que ce qui est intéressant, c'est quand on commence à envisager d'avoir durablement besoin de l'autre, dans la compréhension de certaines subtilités de l'existence. Vous voyez que ce qui s'instaure normalement dans une vraie relation interpersonnelle durable, qui est au fond que chacun apprend à avoir durablement besoin de l'autre, parce qu'il n'a pas envie, enfin, on n'a qu'une vie, donc on ne peut pas tout développer. C'est beaucoup plus intéressant qu'à deux, chacun développe une part de compétence qui va mettre profondément au service de l'autre, plutôt que chacun utilise son temps à développer tout ce que l'autre a commencé déjà à faire.
aucun intérêt parce que ça fait double. Alors, c'est difficile quand il y en a un des deux qui meurt parce que il a que la moitié des compétences. C'est vrai. C'est le risque aussi de l'amour. Mais concrètement, c'est très intéressant de transposer au niveau culturel et de voir que comprendre ce que l'autre peut, durablement m'apporter sans que je puisse l'instrumentaliser. C'est-à-dire où j'aurai toujours besoin de l'autre, parce que sa manière de faire, sa manière de comprendre et sa manière d'être apportent quelque chose de profond à mon existence. C'est ce qui est garant de l'hégémonie culturelle, de la tentation de l'hégémonie culturelle. Et c'est ce qui permet précisément aussi de perdre la rivalité des cultures. Puisqu'il s'agit en gros, la culture dans ce cas le plus grand, c'est de la mettre au service de l'autre. Celui qui n'a pas la même que moi. Et donc l'enjeu du multiculturalisme, c'est de développer cette acceptation de l'interdépendance et cette bienveillance active des êtres les uns envers les autres sur la base de la richesse de leur culture ou des carences de leur culture. C'est vrai, moi je propose que pour l'humilité, on aille demander à d'autres, nous les Français. C'est vrai. Alors un peuple, il n'est pas humble par soi, hein. C'est une vertu, l'humilité, ce n'est pas une culture. Mais vous avez quand même des peuples qui apprennent à réfléchir 15 fois avant d'ouvrir la bouche. D'accord ? Ce serait intéressant de se mettre à l'école, ces gens-là. Qui s'écoutent parler aussi, vous savez. Le bâton de la parole, vous n'avez jamais fait ça vient d'Afrique, ça. Dans une vraie palabre à l'africaine, il n'y a jamais de cacophonie verbale. Hein. Ou alors c'est que vraiment ça va très mal. Le français, quand il discute, ça commence par la cacophonie verbale, et la seule manière de le réguler s'appelle le chef. Ou alors des temps de parole, vous savez, régulé par le chef d'ailleurs, c'est lui qui décrète combien de temps on parle. Enfin voilà, donc il y a des choses très simples, et il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas à la fois développer la vraie richesse culturelle française et en même temps pas développer ses handicaps, c'est pas possible. Non ? Je pense que Usain Bolt, il doit avoir du mal à marcher très 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 lentement, non ? Voilà. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup de tai chi. Vous savez, c'est très très lent le tai chi. Extrêmement lent. Manifestement, il ne s'entraîne pas au tai chi, Usain Bolt. Mais voilà, je pense que le jour où quelqu'un qui fait du tai chi de manière remarquable a des problèmes pour apprendre à courir vite, il aidera à s'adresser à Usain Bolt. Enfin, vous voyez, s'il faut transmettre du courrier, pour marathon, il vaut mieux Usain Bolt que quelqu'un qui fait du tai chi. La course, le marathon. Voilà, et donc concrètement, c'est très intéressant de voir que l'intérêt, et donc l'image de la mosaïque est intéressante. La mosaïque des cultures, c'est-à-dire la manière dont les cultures apprennent à s'intriquer les unes dans les autres, voilà, pour s'apporter durablement des choses dont elles seules ont non seulement le génie, mais la manière humaine de mettre en œuvre ce génie. Et puis il y a une dernière question dans cette mise en œuvre, c'est la place des religions là-dedans. Peut-on réellement espérer du multiculturalisme sans que la dimension religieuse présente dans ces cultures donne lieu à la fois à une rencontre, un dialogue, enfin un partage et un dialogue? Je ne le pense pas. Parce que la part la plus précieuse de la culture, c'est sa dimension religieuse. Puisque la dimension religieuse, ce sont l'ensemble des croyances d'un peuple à l'égard du sens de la vie, au-delà de la mort, à l'égard du sens de la souffrance et à l'égard de la destinée collective. Chose sur laquelle, à vue humaine, j'ai aucune réponse. Destinée collective, j'en sais rien. Malgré les messianismes temporels du XXIe siècle, qu'ils soient marxistes ou autres, ou libéralistes, ou capitalisme, enfin, on voit bien la mondialisation en termes de messianisme, on voit bien ce que ça donne. C'est pas ça qui va sauver le monde. Après la mort, j'en sais rien. Et le sens de la vie, du coup, j'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a des choses qui ont du sens, ça oui. Je n'ai pas besoin de la religion pour ça. Et la souffrance, l'inégalité des hommes. C'est terrible, l'inégalité des hommes. Dès le point de départ, d'ailleurs. Et que je n'arrive jamais complètement à compenser. Parce que des fois, le point de départ est définitif. C'est une question de handicap ou de mort précoce.
Et donc il y a des questions sur lesquelles normalement la religion n'a pas de réponse, mais sur lesquelles elle essaye de réfléchir, et elle essaye de réfléchir et de proposer, normalement, si elle le fait humblement, voilà, oui, des hypothèses ou des croyances. Des convictions qui viennent d'ailleurs que simplement de la réflexion, qui viennent d'expériences particulières ou de révélations intérieures. Et donc on voit que si c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que c'est là-dessus que repose l'espérance d'une société, elle dépend beaucoup de sa croyance religieuse ou de sa croyance non religieuse, ce qui revient au même, c'est la croyance encore. Dire qu'il n'y a rien après la mort, c'est la croyance, parce que j'en sais rien. Dire qu'il faut vivre comme si Dieu n'existait pas, c'est de l'ordre de la croyance. C'est rien d'autre que de la religion, enfin dans l'autre sens. C'est de la croyance collective. Personne ne peut montrer qu'il est raisonnable de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est tout à fait faux. Je ne peux pas montrer que c'est raisonnable. Et donc concrètement, on voit bien que, alors j'élargis, hein, je mets l'athéisme intelligent ou l'agnosticisme intelligent dans la religion, dans le religieux. C'est-à-dire tout propos qui se veut sensé sur ce qui n'est pas complètement accessible au rationnel. Et donc, tout ça, pour moi, fait partie, est ce qu'il y a de plus vulnérable et donc de plus profond dans la culture. Et donc, doit évidemment être au cœur du multiculturalisme. Donc, même si la base de la culture, elle est dans le partage de la vie avec autrui, c'est évident que là où elle est le plus élaborée, c'est dans... on ne partage pas la méditation. C'est ce que disait de manière très belle le pape à propos d'Assise. Ensemble, nous prions, même si nous ne prions pas ensemble. D'accord ? Ensemble, dans le même espace, les uns auprès des autres, dans la bienveillance d'un temps partagé et d'un espace partagé, nous prions. Chacun selon les modalités qui sont les nôtres, parce qu'il n'y a pas de religion qui soit aujourd'hui aux yeux des hommes, une religion qui puisse montrer son évidente, non pas supériorité, mais son universalité supérieure aux autres. Aujourd'hui, cette conviction n'est pas planétaire. Par contre, on peut, dans le même espace, voilà. Et donc le partage de... Alors, on pourrait l'étendre, hein, le partage d'une même souffrance, le partage de la souffrance, le partage à l'occasion de la mort, la présence, vous voyez, la coprésence, la participation à la souffrance d'autrui, face à la mort, de ses doutes, de ses questions, de ses convictions, face à la souffrance, face à la mort, face au sens de la destinée collective. Ce sont des moments absolument clés. Je finis en racontant, on était il y a 2 jours là, avec Avignon, un de nos frères qui s'est fait cogner le nez parce qu'il avait un téléphone portable, mais par ailleurs il était religieux. Alors certains se sont dit, ouais, c'est la guerre des religions. Donc on s'est empressé de dire non, c'est pas la guerre des religions. Et du coup, des membres de la communauté musulmane ont dit oui, c'est pas la guerre des religions, mais il était religieux quand même. Donc il faut qu'on vous dise clairement que nous, on est en désaccord grave avec ça. Parce qu'il n'y a pas à taper quelqu'un qui est en habit. Enfin, vous voyez, c'était très étonnant. C'est d'eux que venaient voilà, ceux qui disaient c'est la guerre des religions, ceux qui disaient non, c'est purement... et puis, c'est les musulmans qui disent oui, c'est à cause du portable, mais quand même, il y a un respect à avoir. Et le fait qu'il n'y ait pas eu ce respect de la symbolique religieuse qu'est l'habit, c'est grave. Donc, fort de ça, on a décidé d'entamer, non pas un dialogue, mais une rencontre avec eux. Et c'est demain, non, aujourd'hui, l'Aïd. C'est-à-dire le sacrifice d'Abraham. Comme chrétien, évidemment, Abraham et son sacrifice, ça fait partie de notre foi de manière essentielle, puisque c'est le père des croyants, Abraham. Ben, rien que le fait de partager ça avec eux, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie essentielle de la signification de leur peuple et de sa destinée, du rapport à l'existence, parce que le sacrifice d'Abraham, c'est celui de son fils, c'est pas rien, franchement. Non, sacrifier son fils, c'est un truc un peu... Je sais pas si vous avez réfléchi 2 minutes à la question, mais voilà, penser que ça peut avoir du sens, c'est limite quand même. Voilà. Et donc, c'était très étonnant, et je pense que c'est aussi parce que c'était à l'occasion de cet événement-là, comme eux s'étaient manifestés à l'occasion de la violence exercée sur notre frère, symboliquement pour nous dire, bah oui, souffrance. Et c'est vrai, je me disais, mais au fond, on ne pense pas toujours assez à ce que le lieu le plus profond du multiculturalisme, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est l'inconnu, et c'est notre destinée collective. On le fait dans les lieux où il y a du multiculturalisme. Vous allez à La Réunion, vous allez dans certaines régions d'Inde où il y a, pour le coup, à l'intérieur même de l'Inde, un multiculturalisme. Mais on voit bien, c'est à l'occasion de la naissance, de la mort, vous voyez, de choses significatives, enfin graves, je dirais,
qui porte sur l'au-delà de ce que simplement notre vie terrestre peut nous laisser espérer. Qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment vous dire ça, se manifeste une vraie transcendance par rapport à la culture. Et donc, ça révèle finalement à quoi c'est censé servir la culture. Permettre aux humains de venir se rejoindre selon des chemins différents, dans ce qu'il y a de plus ultime à l'intérieur d'eux-mêmes et dans les questions les plus profondes qui sont les leurs. Voilà. À vous les questions. Ou des objections, hein. Vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord. Vous trouvez que j'ai absolument pas répondu à la question. Donc il y a une phrase de Benoît XVI qui m'a frappé, mais je crois qu'il l'avait piqué à Jean-Paul II. Et d'ailleurs, il le dit dans le texte, c'est dans Caritas in Veritate. Je suis pas très bon en latin. Et il disait que le multiculturalisme, c'est dangereux quand les cultures, quand elles se confrontent, en fait, pour arriver au même niveau, elles redescendent et du coup, on partage plus la culture, mais on essaye de trouver une culture commune et du coup, on arrive à un nivellement par le bas. Vous en avez parlé un peu. Fait. Mais est-ce que vous pourriez plus développer cette question et est-ce que maintenant, justement, on n'est pas en train d'aller vers ça? C'est le risque partout. Hein. Je le prendrais de manière, avant de répondre à cette question, je le prendrais de manière plus élémentaire dans la famille. Si vous choisissez le plus petit dénominateur commun de la solution commune entre les 2 parents et les 4 enfants, c'est mal parti la vie. Hein. Vous allez vraiment avoir une vie low profile, c'est-à-dire où il s'agit juste de manger, s'adresser le moins à la parole possible. Alors on va voter, je ne sais pas comment d'ailleurs, avec des quantifications différentes pour la manière dont on va en vacances. Enfin. Et donc on voit bien le génie de chacun, c'est déjà vrai dans la famille, parce qu'un enfant de 4 ans, il a des choses à apporter que son père de 40 ans a déjà complètement oublié, sur lesquelles il est devenu ignare. Parce que bizarrement, on a des choses qui évoluent chez nous, puis il y a des choses qui régressent. Donc on peut, à 40 ans, avoir complètement perdu l'intelligence qu'on peut avoir quand on a 4 ans. Même si à 4 ans, on n'a pas encore celle de 40 ans. Donc ça peut être utile d'avoir un fils ou une fille de 4 ans qui vient mettre le doigt sur les endroits où on est redevenu des débiles, quoi. Enfin, où on est devenu presque inhumain, quoi. Ça, un enfant de 4 ans peut nous rappeler qu'on pourrait peut-être s'arrêter 2 minutes là, approfondir un tout petit peu le face-à-face, pas juste passer en donnant des mots et qu'on est pressé, parce que des fois on est très très pris par 1000 choses. Un enfant de 4 ans, c'est intercepter son père ou sa mère de manière, c'est pas du plaquage au rugby, mais ils font ça bien aujourd'hui. Hein. Et là, vous voyez bien que vous n'allez pas échapper. Bien heureusement. Et donc, c'est la même chose pour la culture, c'est-à-dire choisir le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire garder à la culture un côté, je vous dis, folklorique, à la marge, ça donne une teinte aux choses, ça fait partie de, c'est original, vous voyez, c'est ce que je dis, ça devient anecdotique, ça devient, comme on parle de la culture aujourd'hui. C'est décoratif, quand c'est pas cosmétique. Décoratif, on va dire. C'est important la décoration, hein. C'est de l'ordre de l'ambiance, du décoratif. Ou de l'ordre de l'héritage. C'est bien de savoir faire la cuisine de ses ancêtres qui venaient de tel pays et on sait toujours la faire, c'est très bien. Mais quelles étaient les convictions profondes qu'il y avait dans ce peuple? On peut les perdre. Et donc, choisir de les perdre parce qu'on choisit une vie pratique commune, c'est ce que nous propose le système. Encore une fois, c'est ce qu'il propose. Aujourd'hui, on peut venir de tous les pays du monde et de toutes les cultures du monde. Une fois qu'on a des Nike, voilà, un sportwear, McDo, Coca, des lunettes, machin truc, un iPhone, c'est fini. Alors oui, dans son ordinateur portable, on a des photos voilà, du village des ancêtres. Ouais. Puis on a les chansons aussi, du peuple aussi, qu'on ne sait pas chanter, mais on sait les faire en karaoké, en playback. Pas de problème, ça. Et donc c'est vrai que très vite, ça se perd à toute allure. Alors, par contre, il faut aussi accepter qu'il y ait des choses qui soient abandonnées des cultures. Parce qu'effectivement, par exemple, beaucoup de choses culturelles viennent du monde rural. Donc, avaient du sens dans une organisation d'existence qui n'est plus du tout le cas. Effectivement, vous venez d'une tribu bantou, vous n'allez pas, alors que vous êtes depuis 2 générations à Chicago, commencer à sacrifier des chevreaux dans le milieu de votre
je sais pas, de votre appartement, voilà, avec le rituel qui lui convient, quoi. Avec le feu, tout ça, la danse, tout, non, on va vous prendre pour un fou. Normal. Vous n'êtes pas fou, mais c'est normal qu'on vous prenne pour ça. Et donc concrètement, il y a aussi des mutations culturelles qui sont des croissances. Il y a des mutations culturelles qui sont des croissances positives, puis il y a des mutations culturelles dont il faut que je prenne acte. Donc je peux avoir la nostalgie. Je sais pas, le rituel familial avait lieu autour de la cheminée depuis 15 générations. Maintenant, il y a chauffage central dans notre immeuble, on n'a pas les moyens d'avoir une maison avec la cheminée. On fait comment? Comment on adapte? Peut-être acheter une petite cheminée portative avec des petites lumières, ou bien non? On va adapter, on va transposer, entre autre chose. Voilà. Et donc, dans certains cas, il y a une espèce de réappropriation de l'intelligence profonde de la culture, et puis pour la faire muter, pas seulement subir les mutations. Mais, et c'est là que moi je trouve que ce travail n'a pas lieu suffisamment. Même, regardez ce qui s'est fait depuis je prends l'exemple du catholicisme, bien que je n'ai pas beaucoup vécu dans le catholicisme rural, mais enfin, on apprend à le connaître par d'autres qui l'ont vécu. Vous voyez bien, les traditions religieuses en un siècle, elles ont complètement muté. Autrefois, les gens venaient au rameau. Pourquoi ils venaient au rameau? À cause des étables, qui ramenaient le brin d'herbe pour les étables. Ils n'étaient pas là à Pâques. Aujourd'hui, les gens ne sont plus au rameau. C'est gravissime. Pas tant que ça. Hein. Parce que le brin pour les étables, c'est quand même pas déterminant dans le mystère du christianisme, quoi. D'accord, il vaut peut-être mieux qu'ils soient un peu plus à Pâques. Alors, ils ne seront pas la veillée pascale, ça fait qu'ils viennent le jour de Pâques. Bon, donc c'est pour dire qu'il y a plein de traditions qui ont disparu. On faisait les rogations, il y avait plein de machins, on avait les anges guérisseurs, enfin, tout un bidule. Enfin, c'était très bien d'ailleurs, c'était très bien, ça faisait partie légitimement de la manière dont le christianisme essayait d'éclairer la vie rurale et de l'arracher à un paganisme primaire. Très bien. On a complètement changé de mode d'existence. Qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut perdre? C'est le gigantesque chantier qu'a essayé de faire Vatican II. Mais pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu que dans le catholicisme, ça devrait avoir lieu dans toutes les cultures. Dans la culture française, qu'est-ce qui vaut le coup de garder? C'est vrai, les gens qui veulent absolument garder la langue de la même manière, on ne parle pas au XVIIe, enfin à la fin du XVIIIe, les gens ne parlent pas tout à fait la même langue que celle de Gargantua, comment il s'appelle, de Rabelais. C'est plus tout à fait, c'est pas du vieux français. Jusqu'où est-ce qu'il faut que ça évolue? Est-ce qu'il faut qu'on parle le SMS voilà. C'est des vraies questions, ce pas des questions superficielles, ça. Alors, c'est pas par là qu'il faut commencer. Mais je peux réfléchir là-dessus que si je commence à me demander, mais au fond, c'est vrai. Y a-t-il là-dedans une culture? Est-ce qu'il y a des choses profondément humaines qui sont un atout que le peuple dont je fais partie ou un autre peuple dont je viens aussi, qu'il a développé, qu'il faut que non pas que je conserve, mais que je repense, que je réactualise, ou que je conserve, ou que je renouvelle? Ça, c'est une vraie question. Donc c'est très vrai, mais c'est un grand chantier. C'est de l'énergie, c'est de la fatigue, c'est du dialogue. Puis j'ai besoin des fois d'aller me renseigner, parce que je ne sais même plus pourquoi on fait ça. Je vois qu'il y a du sens, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais aller demander. Et donc je pense qu'effectivement, le plus petit dénominateur commun, dans sa forme contemporaine, c'est la disparition de la culture. Ou pour parler comme Michel Henry à l'époque, ça s'appelle la barbarie, et même les barbares étaient des gens cultivés. Donc on entre dans quelque chose qu'on n'a jamais connu. Oui, je dirais, si la violence technique et l'inhumanité scientifique, parce que c'est intrinsèquement violent la technique, c'est pas corporel, c'est froid, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'émotion, d'accord? C'est actif sans émotion, et dans certains cas de manière non contrôlable, ça s'appelle de la violence. Et l'inhumanité de la science elle n'est pas humaine, la science, c'est une forme d'abstraction au deuxième degré. C'est l'abstraction d'abstraction, la science. Le chiffre, c'est déjà une abstraction, et la science, c'est une abstraction sur le chiffre. C'est très utile, c'est très efficace, mais c'est fondamentalement... Alors, le scientifique peut être vibrant, mais pas la science. Il n'y a pas d'émotion dans la science. Et donc, si c'est ça la base de l'organisation vitale des individus, parce que c'est le cadre dans lequel nous existons, il y a vraiment à se poser des questions. Et donc là, on comprend tout à fait que le multiculturalisme est une urgence, sous sa forme active et créatrice. Et ça commence encore une fois par la réappropriation intelligente de sa propre culture. Dans ma communauté, moi j'avais commencé à faire ça. Ceux qui avaient le plus de mal, c'était les Français. À identifier, ça vous prenez, on aurait pu faire un atelier là. Prenez une feuille à votre avis, quels sont, donnez-moi 2-3 traits, 2-3 qualités majeures proprement françaises.
Les défauts, il n'y a pas de problème. Ils sont internationalement connus. En plus, il y a des chances que les qualités aient comme revers les défauts. Moi, j'avais été très frappé à Davos. Vous avez un panel, alors vous avez des gens brillantissimes, des scientifiques, des universitaires de tous les pays du monde. Mais le français, il n'a pas besoin d'être brillant. Pourvu qu'il y ait un français, même si le gars, il n'a pas de diplôme, pourvu qu'il y ait un français, on sait que le gars, normalement, il va penser alternativement. C'était vrai d'ailleurs, c'est plus vrai du tout, hein, mais c'était vrai. À l'époque, c'était vrai. C'était il y a, je sais pas, c'était il y a 10 ans. J'ai été frappé par ça. 15 ans bientôt. Je lui dis, c'est un Français, donc on présuppose que ce gars-là, il va dire un truc alternatif. C'est intéressant, non? Et moi, je me suis dit, mais peut-être. Mais alors, il faut qu'on se dépêche pour le retrouver, ça. Parce que pour l'instant, on n'est plus dans l'alternatif. Voilà, peut-être qu'effectivement, il y a un génie qui est d'arriver à penser différemment. Mais évidemment, le revers, c'est l'arrogance intellectuelle. Donc, pour ajouter l'humilité à penser différemment. Voilà, c'est ça sur lequel, pour moi, il faut travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'admet le monde de l'économie, c'est qu'il y a encore en France une part de créativité, capacité à la recherche fondamentale, même si elle n'est pas rentable économiquement. D'ailleurs, des fois, elle est stupidement pas rentable, parce qu'on découvre des choses, mais c'est les autres qui les exploitent. Bon, c'est ça. Enfin, maintenant, on commence à bouger un peu. Voilà. Ça, c'est sur le plan intellectuel, sur le plan affectif. Voilà, je vous laisse entrer dans le chantier, mais je pense que c'est une vraie question. On pourra faire d'ailleurs une fois. Mais c'est très délicat, parce que c'est pas là, le philosophe, il patauge, il est plus dans de l'analyse, il est plus dans l'universel. En tout cas, je peux juste vous dire que plus on va à l'étranger, enfin quand on prend un peu de temps, c'est impressionnant comment ça forme à ce sens de sa culture et à ce sens de l'humain transculturel. C'est extraordinaire, je trouve. Le multiculturalisme dont vous avez parlé, c'est un peu la même chose que ce qu'on appelle le dialogue interculturel. Est-ce que le dialogue interculturel, il peut continuer à se développer dans un pays où il y a un remplacement de population? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, le dialogue interculturel fait partie, mais de nouveau, avant de dialoguer, il faut d'abord manger ensemble. Et puis, de nouveau, je pense que le dialogue interculturel présuppose une réappropriation de sa propre culture de manière, vous l'avez compris, à la fois bienveillante et critique. Voilà. Donc pour moi, il y a un travail là-dessus, et ce n'est pas toujours très clair. Quand on rencontre des gens qui ont vraiment réfléchi sur leur culture, vous voyez, c'est passionnant. Parce que étonnamment, c'est des philosophes, même s'ils ne sont pas philosophes de métier. Alors bien sûr, ce dialogue, il est difficile quand les gens... Enfin, je prends l'exemple aujourd'hui de la France. À mon avis, pourquoi est-ce qu'une des parts des impasses entre certaines communautés musulmanes et une partie des citoyens français, des citoyens d'origine de 2-3 générations de culture française, on va parler comme ça. C'est parce que ni les uns ni les autres ne savent ce qu'est leur culture. C'est qu'ils sont incultes. Ils sont profondément incultes. Et qu'effectivement, deux incultes les uns face aux autres, ça leur fait peur les uns aux autres. Parce que leur inculture correspond à une espèce de simplification rigidifiée de leur culture. D'accord ? Et à une inconsistance profonde. Et donc, ils ont peur. Donc, ils sont capables, quoi ? De se fuir ou de se taper dessus. Bien barré. Après ça, on va dire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de culture. Le flux, plus vous avez de gens qui viennent d'une culture différente de la vôtre, plus ça réclame qu'effectivement, vous mettiez vraiment à prendre la question à bras-le-corps. C'est-à-dire leur donner les moyens de comprendre la leur. D'accord ? Ça s'appelle, je ne sais pas pourquoi, l'école française ne permettrait pas à des gens d'origine maghrébine et de croyances musulmanes de s'approprier intelligemment leur culture. Ça devrait être le boulot de l'école française. De la même manière que si elle accueille quelqu'un qui est de parents du côté de sa mère, ils sont polonais, ça doit faire partie de l'école française que de permettre à ce jeune français de comprendre aussi les racines polonaises qui sont les siennes. Pas aussi bien que s'il était en Pologne, mais peut-être, pourquoi pas. Ça me semble évident, ça. Comprendre son identité, ça fait partie du boulot de l'école. Vous y aidez. Parce que vous n'aurez pas des outils communs si vous ne comprenez pas d'où vous venez.
Et la famille est des fois insuffisante, parce que la famille, elle n'a pas toujours les outils pour précisément s'approprier sa propre culture. Voilà. Ensuite, quand vous avez des gens cultivés, c'est bizarre, le dialogue est beaucoup plus facile. C'est très simple. Mais alors, on est très désarmé, parce que on n'est pas du tout sur cette base-là, nous. On est sur l'usage non critique d'outils de fonctionnement communs sans culture. C'est ça l'école. Ah, on est vraiment mal barré. Hein. C'est ça, non? Oui, mais tout à fait. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'apprendre à un Français qui n'a rien à voir familialement avec l'Afrique ce que c'est que l'Afrique. Ça n'a aucun intérêt de lui expliquer à l'école. Ce sera bien plus intéressant qu'il l'apprenne de ses amis africains qui, dans la même classe, auront, eux, appris ce qu'est l'Afrique. Non? C'est tout simple. Faire un discours à un petit Français qui a je ne sais pas trop quoi, il va y avoir, il est du 16e arrondissement, effectivement, il y a quelques Africains, mais ils sont plutôt issus des ambassades. On va leur faire un cours sur l'Afrique. Ça veut dire quoi? Il vaudrait bien mieux qu'il ait un Africain qui sait ce que c'est que l'Afrique. Et pas simplement ce que c'est qu'une ambassade. Je suis très sérieux. Nous, nos frères africains, on les fait réfléchir sur l'Afrique. Parce qu'on aimerait bien qu'ils soient vraiment africains. Parce qu'on commence à en avoir qui ne le sont plus. Et moi, je vais beaucoup mieux comprendre ce que c'est que l'Afrique en vivant avec un frère vraiment africain qu'en lisant des bouquins sur l'Afrique. Ça me semble. Alors ça, c'est une évidence expérimentale. Oui, mais ils ne deviendront pas français s'ils ne comprennent pas d'où ils viennent. Comment vous voulez passer d'une culture d'origine arabe ou berbère, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même, mais d'Afrique du Nord, avec une croyance musulmane, à la France? Vous y voyez un intérêt quelconque? C'est quoi l'intérêt? Il faut que vous ayez un intérêt par rapport à là d'où vous venez. S'il n'y a pas un intérêt de passer de la culture d'où vous venez à la culture où vous n'allez pas le faire, cette mutation. Vous ne savez pas d'où vous venez d'ailleurs, donc vous n'allez pas aller là où vous pourriez aller. Et si on ne vous explique pas l'intérêt qu'il y a d'aller là où vous allez aller, or aujourd'hui on vous explique ce qu'est que la culture française et ce qu'elle pourrait avoir d'intéressant comme complément? Non, pas du tout. On ne comprend même pas cette question d'ailleurs. Alors qu'après ça, ça permette que cette personne à la fois identifie ses racines et comprenne que le mode de bien commun qui est dans ce pays obéit effectivement à certaines lois culturelles légèrement différentes du pays d'où il vient. Mais tant mieux. Tant mieux. Non, mais d'abord, je n'ai pas besoin de savoir que c'est mes ancêtres, les Gaulois. Les Gaulois, c'est ceux qui ont existé sur ce territoire. C'est tout. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire sur lequel nous habitons ensemble. Ça, c'est capital. Donc le cours d'histoire ne va pas être un cours d'Afrique, un cours sur l'histoire de l'Afrique. Mais qu'un jeune qui est d'origine d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord et qui n'a pas, par le biais de sa famille, le moyen de comprendre la culture qui a façonné son inconscient, c'est le boulot de l'école de le lui permettre. Quand cette population atteint un seuil important quantitativement sur le territoire. Ça me semble élémentaire, moi. Élémentaire. Service de la personne humaine. Et s'imaginer que je vais revêtir tout ça, on n'est pas les États-Unis d'Amérique, nous. C'est la différence. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une culture. C'est déjà un melting pot de culture originellement. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une autre problématique. Mais c'est évident. Enfin, moi, ça me semble très clair. Et je peux vous certifier qu'un jeune qui est né, qui est d'origine d'Afrique noire, dont la famille est d'origine d'Afrique noire, vous allez l'aider à comprendre ses racines, mais vous pouvez être sûr, et vous êtes capable de situer la culture française dans ce qu'elle a de noble. Il faudra encore qu'on la développe, qu'elle soit visible quelque part. D'accord ? Il faudra déjà qu'on sache de quoi on parle. Évidemment, si ceux qui sont d'origine de plusieurs générations françaises ne savent même pas ce qu'est l'intérêt de leur culture, je vois difficilement comment ils pourraient la rendre attractive aux autres. Donc il ne faut pas leur reprocher de ne pas y rentrer, non ? Enfin, ça me semble élémentaire tout ça. Et moi, je prétends qu'un jeune qui est un peu cultivé sur ses propres origines et qui est face à quelqu'un qui lui présente de manière intelligente et riche l'histoire du territoire dans lequel il est, les lois et le sens culturel et intellectuel et spirituel de ce que vit ce pays, s'il est là, il va s'y intéresser. Ça me semble évident, ça. Mais d'ailleurs, ceux que je connais et qui sont comme ça, c'est évident qu'ils s'y intéressent. Ils s'y passionnent même.
Ils deviennent plus républicains que les républicains. Et ils contestent la manière dont on ne vit pas assez de la République dans ses intuitions profondes. En contestant d'ailleurs ce qui, dans certaines de ces intuitions, est faux. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Oui, oui. Parce qu'on est dans une gigantesque révolution culturelle dont nous n'avons pas choisi de garder un tout petit peu la maîtrise. Regardez, aujourd'hui, les familles, on subit. Vous subissez l'invasion des outils technologiques, vous subissez l'invasion des images, vous subissez l'invasion d'Internet. Et là-dedans, être français, oui, pourquoi pas. Oui. Oui, sauf si précisément, j'apprends quelqu'un à aimer vraiment la langue française et je lui apprends par ailleurs à vraiment aimer la langue anglaise. Moi, j'aime bien la langue anglaise, j'aime bien le français, je ne fais pas de la bouillie. Vous voyez, donc effectivement, le multiculturalisme, c'est l'amour d'une langue. Mais pour avoir l'amour d'une langue, d'abord, il faut rencontrer quelqu'un qui la parle bien, ou qui la joue, du point de vue du théâtre, ou qui est dans un film où elle apparaît, y compris dans sa vulgarité, parce que ça peut être intéressant, la vulgarité d'une langue. Nous, on est très doués dans les injures en France, bien plus que tous les autres. Donc évidemment, les tontons flingueurs, c'est un extraordinaire moyen de compréhension de la culture française. C'est pas le seul, c'est pas suffisant. Il faut aussi Ronsard. Et donc, mais je pense que c'est clairement la compréhension d'une culture est déjà son dépassement. Voilà, c'est tout. Par contre, laisser à l'état d'inconscient les émotions culturelles, les ressentiments culturels, les fiertés culturelles, et pas travailler là-dessus, mais c'est de la folie. À ce moment-là, il ne faut pas dire qu'on accueille les gens. Il faut tous les refouler à la frontière, pas en les faisant couler dans la mer. Mais ça ne veut rien dire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On va créer un ghetto, c'est fini. Il ne fallait pas choisir ce monde alors. Il ne fallait pas choisir la mondialisation, mais il faut être cohérent aussi. Si on veut tous les bénéfices de la mondialisation sur le plan technologique, mais qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des flux des personnes, il faut savoir. Hein. C'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et puis surtout, après moi le déluge. Voilà, donc, c'est ça que je veux dire, c'est que notre pays manque complètement de cohérence. Pas profonde, hein, mais on a cessé ce travail. Bonsoir. Est-ce que vous avez un témoignage de votre vécu, en fait, sur des choses profondes dans la culture chrétienne, ou juive, ou musulmane, ou athée même, qui vous aurait fait bouger une personne athée ou musulmane, ou vous pouvez nous raconter? Par exemple, vous voyez, une chose moi qui m'a fait bouger, venant d'une culture, comme quelque chose qui venait de la culture de gens agnostiques ou pas croyants, c'est leur réaction à la manière dont les croyants utilisent le mot de Dieu. Et je me suis aperçu que pour quelqu'un qui était en état de recherche ou qui était vulnérable sur ce sujet, l'espèce de, comment vous dire ça, de manière complètement abusive dont le croyant pensait qu'il peut utiliser ce mot-là comme il parlait de Kleenex, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. J'ai appris à respecter ce nom et à l'utiliser le moins possible. À parler si possible le plus de lui, mais précisément pas en abusant de l'usage du mot. C'est eux qui m'ont formé à ça. Quand vous êtes face à des gens qui, dès que vous utilisez le mot Dieu, ils tressaillent parce qu'ils se sentent agressés, je me savais que c'était peut-être pas faux. Et que moi, je me servais de ça, voilà, comme je ne sais pas trop quoi, j'aurais parlé voilà, et que c'est un mot qui n'est pas un mot, c'est pas pour rien que dans le judaïsme, il n'est pas prononçable ce mot. Voilà, petit exemple. C'est évident que, comment dire ça, la croyance qu'il y a dans la compassion et se rejoindre amoureusement jusque dans la souffrance est quelque chose qui change le monde, ça vient du christianisme. Ça. Déjà dans le judaïsme, dans le serviteur souffrant dans Isaïe, oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher en plein cœur des gens qui n'ont pas du tout la foi. Dans le judaïsme, par exemple, moi, ce qui me bouleverse, hein, c'est ce sens du concret, de la chair. C'est qu'en fait, la religion, c'est pas quelque chose que j'adopte intellectuellement, c'est quelque chose que j'ai dans la peau. C'est quelque chose qui est constitutif du tissu familial. C'est pas une institution, la religion. C'est quelque chose d'un vécu spirituel partagé jusque dans la chair. C'est extraordinaire, ça, comme expérience. Et moi, ça m'a flanqué une énorme baffe. Je me suis dit, mais je suis où par rapport à ça? Normalement, on hérite de. Le verbe s'est fait chair. Où est-ce que chez moi, ça descend dans la chair?
Je suis religieux, donc ça devrait. Voilà. Donc, vous voyez, je prends ces deux exemples-là. Et ça, alors évidemment, c'est ce qu'il y a de plus profond dans une culture. Mais vous voyez, par exemple, on pourrait prendre deux exemples extrêmes qui m'ont marqué. La Corée. Parce qu'en Corée, moi, la première fois que je suis arrivé en Corée, j'ai compris que là... alors j'avais la chance, j'étais déjà allé à Taïwan avant. Hein. Donc, le choc de l'Asie, quand tout d'un coup on ne comprend rien de ce qui est écrit, rien de ce qui est dit, la température n'est pas la même, on mange des choses qui n'ont rien à voir, on ne dort pas dans les mêmes endroits, il faut se déchausser dès qu'on rentre. Enfin, il y a tout qui est changé, quoi. Il faut quelques... Mais là, c'était plus tard. Et alors là, les Chinois, quand vous concélébrez, vous savez à peu près à quel moment, en gros, ils disent « ceci est mon corps, ceci est mon corps ». Vous voyez, c'est bien quand même. En gros, vous savez où vous êtes. Retenez les mots. En coréen, 0, parce qu'ils ont une langue par agglutination. C'est-à-dire que la traduction, c'est qu'une phrase française peut donner lieu à 4 phrases coréennes et 4 phrases coréennes donnent lieu à 2 mots français. Donc, j'ai le coup de m'en larguer, quoi. Alors, j'ai compris que je pourrais rien... Voilà, non, on décroche, quoi. On décroche. Le hongrois, c'est comme ça aussi. On décroche. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que quand vous êtes au restaurant, qui sont tous coréens ou qui parlent tous coréen et que vous êtes le seul français qui ne comprend rien, vous faites quoi, quoi? Je n'ai pas de Game Boy, je peux rester mon chapelet, bon, en guise de Game Boy. Et puis je me suis dit, non, je vais les écouter. Parce que ce n'est pas parce que les mots, je ne les comprends pas, que l'intonation de la voix, tout ce qui est non-verbal, les mimiques. Alors, à chaque fois, je demandais le sujet. Et alors, à la fin, je dis, mais en fait, tu as vu, je pense que lui, il ne devait pas être d'accord avec lui à propos de ça. Et ça. On finit par deviner, alors pas sur des sujets métaphysiques. Hein. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Comment est-ce que... et c'est plus vrai des Coréens que des Japonais. Il y a une humanité, dans une différence complète, il y a une humanité chez eux, il y a une rage, il y a une colère, il y a voilà. Et c'est vrai que c'est un peu, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a fait, je ne sais pas comment dire ça, découvrir quelque chose de ma propre culture, mais selon un mode qui vous voyez, qui est non-verbal, quoi. Et puis, l'autre extrême, c'est les Philippines. Et je n'oublierai jamais un frère philippin assez intelligent qui me dit... Le problème de nous, c'est en anglais, il dit « We are from nowhere ». Ça vous calme. Et effectivement, la culture philippine des îles autochtones, elle est très légère, comme souvent les cultures des îles d'ailleurs. C'est des cultures qui, comme elles vivent peu en confrontation, sont moins obligées de rendre compte, sont moins travaillées par la confrontation à une autre culture. Et c'est vrai, c'est des cultures qui sont des choses très belles, mais qu'on peut travailler la conceptualité, peut travailler la réflexion de fond, peut travailler même la compréhension cosmologique. Vous voyez, je ne peux pas comment dire ça. C'est des choses, même par rapport à une culture inca, c'est des cultures très légères. Et alors là-dessus, vous avez eu l'invasion, c'est les Espagnols. Donc vous avez une couche espagnole, puis vous avez la couche américaine. Alors quand je dis la couche, les Espagnols c'était une couche, les deuxièmes c'est un bulldozer, quoi. Vous voyez, je veux dire... C'est toujours, vous savez, quand vous refaites les routes, vous grattez le sol, là, jusqu'au caillou, puis vous remettez du béton, quoi. Au point que les Philippines avaient souhaité à un moment donné devenir le 52e, il y a 51 États américains, le 52e État américain, pour vous dire. Et donc, voilà, c'est vrai, là, il y a un vrai problème. C'est quoi la culture de ces gens? Alors là, effectivement, et d'ailleurs, nos frères, on a un mal fou. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pour les aider, et on voit bien, d'ailleurs, qu'on a très peu de Philippins qui restent chez nous, parce qu'on essaie de les former en passant par chez nous, peut-être qu'il faudrait qu'on les forme que là-bas. Mais avec cette question, c'est un échec effroyable de ne pas réussir à rejoindre l'autre dans ce qu'il est, dans sa culture, et dans sa personne, oui, mais dans sa culture, de manière telle que j'arrive à trouver les passerelles. Voilà, donc ça, c'est des expériences fortes où on se dit, mais comment apprendre à rejoindre, voilà. Vous avez des lieux aussi dans le monde où il y a des cultures très bâtardes, qui sont des sous-cultures, ce qu'on appelle des sous-cultures. Et où malgré tout, c'est ça qui est frappant partout, et évidemment aux Philippines, parce que les Philippines sont un peuple extraordinaire sur le plan de la foi par contre. Leur culture est faible, mais c'est un peuple qui est extraordinairement croyant, et qui n'est pas simplement de manière primaire et débile, comme on pourrait croire de manière... Vous voyez, non, pas du tout, avec une espèce un sens communautaire, voilà, un sens du don de soi, une écoute de l'autre aussi, qui est très étonnant. Mais avec cette difficulté que comme c'est pas chez les plus cultivés, mais chez beaucoup sur une base de formation personnelle culturelle faible, le décodage de ce que l'autre dit par rapport à soi, c'est pas facile.
Mais c'est pour dire que c'est une vraie question, ça. Comment se mettre à l'école et que faire avec ces lieux dans le monde qui se multiplient, de sous-cultures. Dans les mégapoles africaines dans lesquelles les parents sont déjà pas, sont retournés au village, mais ils n'y ont pas vécu, et les enfants, eux, ne retourneront jamais au village, et ils ont complètement perdu où des fois la culture urbaine peut rapidement, pour des raisons de pauvreté, devenir une sous-culture. Voilà. Donc là, il y a des vraies questions. Et malgré tout, vous avez des merveilles. Même dans une sous-culture, vous avez des rites, vous avez des traditions de dévouement, enfin, vous avez des choses qui s'instaurent, qui s'inventent et qui, sur une génération, prennent déjà des formes culturelles. Mais ça, c'est des gens notamment qui travaillent dans les bidonvilles qui pourraient en parler bien mieux que Père Gaston, j'oublie son nom, qui est celui qui était masqué derrière le livre là sur l'Inde, La Cité de la Joie. Il existe vraiment, il est encore vivant d'ailleurs. Cet homme dont il est question là. Ben voilà, c'est à quelqu'un comme ça qu'il faudrait demander de nous donner. Et voilà, même là, l'homme continue à fabriquer la culture, j'allais dire, avec 3 fois rien. Ce qui est affolant ou inquiétant, c'est quand on est dans un monde, je vous dis, qui n'est pas de la sous-culture, c'est de la non-culture. Pourquoi? Alors c'est simple, hein. En y réfléchissant depuis tout à l'heure, je me dis, mais il y a une chose encore plus simple, c'est que tout simplement, l'homme est tellement extériorisé à lui-même qu'il n'a plus d'intériorité. Et quand vous n'avez plus d'intériorité, vous n'avez plus de culture. C'est simple. Quand vous n'êtes plus que l'interactif, vous voyez, vous n'êtes plus qu'un être interactif qui n'existe plus que par sa sollicitation externe. Vous n'avez plus de construction intérieure, donc plus de représentation propre. Vous voyez. Donc là, il y a une vraie question. C'est pour ça que nous sommes, paradoxalement, nous qui nous pensons cultivés, en train d'inventer des choses bizarres que même les sous-cultures ne rencontrent pas. Tout ça me fait penser justement à la culture de travail dans les grandes entreprises. Et on a les standardisations. Donc, quand on travaille dans des régions, avec des régions différentes, ils nous demandent de développer des outils qui seront aussi utilisés par les Indiens, par les Chinois, par les Brésiliens, par les Européens, etc. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un vrai mal-être, une vraie souffrance de ce fait de vouloir travailler comme ça, de devoir subir l'utilisation de ce type d'outils, et qui devient complètement impersonnel, qui tient pas compte justement de cette culture de travail différent. Et est-ce qu'on pourrait espérer que c'est justement dans cet endroit de standardisation et grâce à la souffrance qu'on pourrait du coup venir à trouver une culture, une émergence d'une culture différente? Tout à fait. C'est très clair. Même si les grands groupes malheureusement ont encore de longues années devant eux de prospérité et d'inhumanité. Pas tous, mais un certain nombre, il ne faut pas rêver. On voit bien des modèles alternatifs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus cohérents, qui fait que même certains grands groupes commencent à changer, s'apercevoir que la standardisation des techniques, c'est une chose, elle est nécessaire. Par contre, la standardisation des manières de vivre ensemble, elle est insensée. D'accord ? Et donc, le management des hommes dans leur dimension humaine, la subsidiarité, elle doit aussi être culturelle. C'est-à-dire laisser à chacun des groupes inventer sa manière d'être pourvu que les standards techniques soient respectés. Une manière d'être qui corresponde à l'ensemble de ceux qui composent l'équipe ou du peuple auquel ils appartiennent. À partir du moment où les critères de techniques sont respectés, alors c'est plus compliqué parce que c'est un investissement financier plus grand dans le middle management, et dans les RH, etc. Mais aujourd'hui, les gens qui anticipent un peu savent très bien que seul ce modèle d'entreprise sera capable d'être simultanément efficace à l'échelle planétaire tout en étant humain. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils remplaceront complètement les grands groupes, mais ils feront concurrence en tout cas. Et sur le plan humain, ils ne feront pas concurrence, ils seront largement en avance. Dans certains cas, à compétitivité égale sur le plan économique. Bon. Le petit exemple qu'on a, c'est le commerce équitable, mais c'est un tout petit exemple. Voilà, qu'il ne faut pas non plus transformer en la seule manière de faire, mais on voit bien que dissocier la dimension technique de la dimension humaine, c'est de plus en plus clair. C'est parce qu'à un moment donné, on a rêvé, c'est la phase du scientisme de l'entreprise, c'est-à-dire de standardiser tous les process. Et en ça, on était dans le taylorisme pur, sauf qu'on a voulu, on allait même
processerait, comme on dit de manière parfaitement barbare et vulgaire, l'épanouissement humain. Donc même les processus d'épanouissement, on les met en marche, quoi. Ah, on est chez les fous. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que l'humain, ça se fabrique que de manière locale. Ça s'apprend que de manière locale, ça s'apprend que de manière interactive avec des personnes. Et que ce n'est pas la formation descendue de Boston jusque dans les succursales du fond de l'Amazonie qui va faire quoi que ce soit sur le plan humain. Alors on commence à le savoir. Ensuite, on a du mal à l'accepter parce que dès qu'on va permettre ça, les gens vont devenir aussi plus critiques au bon sens du terme sur la part du pouvoir qu'ils n'ont plus. Voilà. Donc sur l'inégalité profonde de la répartition des salaires qui existe dans ce type d'entreprise, qui est parfaitement légitime. Enfin, pas l'échelle des salaires, mais la revendication de faire quelque chose. Voilà. Donc c'est pas par hasard qu'on n'engage pas ce type de process. Mais on est au cœur de ce combat-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, même chose, derrière les mêmes mots, vous avez des choses merveilleuses, des choses horribles. Derrière le mot diversité dans l'entreprise. Vous avez des choses réellement merveilleuses, vous avez des choses qui sont du multiculturalisme, de la vraie différence, pas simplement d'origine, mais de milieu, de manière de penser. Et puis vous avez du purement cosmétique, ce que j'appelle une United Color of Benetton. C'est-à-dire que sur la pub, là, c'est tous des mannequins recrutés par la même agence, qui ont les mêmes mensurations, qui sont passés par les mêmes écoles, enfin, et qui parlent tous les mêmes langues. Il y a qu'ils ont que des différences de peau. Parce qu'ils habitent tous à New York et que, voilà, ils font tous leurs courses dans les mêmes magasins. Donc ça, c'est la fausse diversité. C'est la diversité cosmétique. C'est avec les quotas, quoi. Alors il nous faut des gens de couleur, enfin voilà, on va un handicapé, un homosexuel, enfin bon, tout le monde, il y a des quotas pour tout le monde. Autrefois c'était pour le lait, même maintenant il y en a aussi pour les femmes, tout le monde y est. Il n'y a que les hommes qui ne sont pas dans les quotas. C'est eux qui les inventent d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ça dit tout, quoi. Ça, c'est pas la diversité, c'est encore une manière de faire semblant qu'on aurait dit qu'on aurait été humain et que les gens y croient, comme ça permet de mieux continuer à ne pas l'être. On refait indéfiniment le fameux livre de la Boétie, Traité de la servitude volontaire. J'ouvrais tout à l'heure un moteur de recherche qui est assez connu et à chaque fois il fête un anniversaire qui n'en est pas vraiment un. Et là, aujourd'hui, c'était Nietzsche. Et je me suis dit, tiens, ça s'est intégré à la culture française, c'est pas génial. Et je me dis, comment est-ce que le multiculturalisme et comment une relation saine à sa culture peut purifier d'idéologies qui sont intégrées et qui sont maintenant, on le voit avec le gender, qui sont, deviennent, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui l'avons créé alors qu'on l'a reçu de l'extérieur. Tout à fait. C'est une vraie question, hein. C'est une question qui me touche beaucoup parce que je suis en train de réfléchir là-dessus pour Avignon. Comment permettre qu'il y ait des lieux, parce qu'il faut des lieux, dans lesquels on puisse faire des expériences à la fois humaines et culturelles. Le Festival d'Avignon, c'est ça. Un excellent antidote à tout ça, là, vous allez au Festival d'Avignon pendant un mois. Vous ressortez de là, je vais vous dire, vous avez des anticorps là, à fond la caisse, quoi. Tout le crétinisme moderne, là, vous sentez à bloc. Pourquoi? Parce que vous avez fréquenté des gens qui, sur des planches, ont pris le risque tous les soirs de décevoir les gens en face d'eux, qui ont tout donné, et il n'y a pas de parachute. Type, tout d'un coup, il a une panne, il n'en peut plus, il craque, puis il ne peut pas craquer parce qu'il doit faire tous les jours du mois. Et donc, vous avez les spectateurs, c'est la même chose. Ils prennent le risque de s'être trompés dans le choix de ne pas avoir choisi le bon spectacle, puis s'ils sont un peu honnêtes, de rester jusqu'au bout alors qu'ils sont plantés, ils s'ennuient complètement au bout de 10 minutes. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'expérience culturelle. Je pense que l'expérience culturelle, c'est quand vous avez des personnes qui sont donnent à d'autres quelque chose à réfléchir, à comprendre et à vivre. Et donc, pour moi, on a besoin de ça, de plus en plus. Donc de passer de la culture spectacle à la culture expérience. Parce que l'expérience, elle vous rentre dans la peau et elle vous désintoxique de la culture spectacle ou de la virtualisation. Ça n'empêche pas d'intégrer de la 3D, des hologrammes, des vidéos, voilà, on peut tout intégrer, mais la base, c'est quand même l'humain. Voilà. Et c'est pour ça que le spectacle vivant, il a quelque chose qui dit quelque chose de la culture, qui n'est pas remplaçable par les textes. Un texte dit, c'est pas la même chose qu'un texte lu. Il faut lire les textes, il y a des choses que je ne fais que par la lecture, mais il y a aussi des choses que je n'entends que je ne vois et que je ne lirai que parce que je les ai entendues dans la parole. Voilà, et donc je pense que la culture en direct,
Voilà, c'est aussi des débats, des vrais débats. Qui ne sont pas seulement des débats de mots où vous avez un panel avec 5 personnes où chacun donne son avis, tout le monde est content parce qu'on a fait semblant qu'on a débattu et vous sortez de là, vous avez de la soupe dans la tête. Sauf que vous êtes allé écouter, je ne sais pas trop quoi, André Comte-Sponville avec enfin, voilà, the place to be, vous y étiez. Sauf que vous avez retenu quoi? Ah ben que, en fait, c'est très compliqué la question et qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Ça, on le savait, ça. On le savait avant la conférence. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui, je pense, qui ont un effet culturel, au sens aussi de cultiver la personne, c'est-à-dire de la travailler, de la labourer, qu'il faut promouvoir. Ce n'est pas seulement le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de le permettre, de le favoriser. Mais c'est aux artistes, c'est aux penseurs, c'est aux gens qui ont des choses à dire et des choses à faire. Vous voyez, je pense même à l'entreprise. Dans l'entreprise, pour moi, il y a des moments où il y a certains types de projets, ou des moments où on est presque dans l'expérience culturelle. On voit bien. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous développez un produit ou vous implantez une usine dans un pays où il va y avoir une aventure humaine qui est vraiment de l'ordre du culturel. Le développement économique n'est qu'un prétexte à une extraordinaire expérience culturelle. Alors, pas partout, hein, mais... Oui, la technologie, alors quand sur ce fond-là, on se sert de la technologie, elle peut être un amplificateur merveilleux. Tout à fait aussi. Parce qu'elle peut relayer, donner envie d'eux. Mais pour moi, la technologie, il faut qu'elle aille de l'humain à l'humain. Voilà. Et pas qu'elle mange ces extrêmes. Il ne faut pas que la médiation absorbe ce dont elle est médiateur. Voilà. Mais elle doit conduire les personnes les unes aux autres. Et dans ces cas-là, elle est merveilleuse. Mais ça réclame... comment on dit ça? Il y a un niveau de fascination de l'outil, alors qui est variable selon les outils, qui est valable selon l'usage des outils. Hein. Mais il y a un niveau de fascination de l'outil qui réclame un ancrage de la personne d'autant plus fort. Il y a un moment donné où l'outil se propose de se substituer à moi, à ma pensée, à ma prudence, à tout quoi. Et c'est là qu'il faut résister. C'est là que je dis qu'il faut des expériences vitales qui après ça vont me permettre de réinstrumentaliser les outils. Et de développer une vraie déontologie, un vrai mode d'usage. Hein. On a appris à se servir du nucléaire sans s'irradier. Il faudrait qu'on apprenne à se servir désormais de ces outils-là sans se faire manger la cervelle, quoi, pour faire simple. L'avantage de dormir, c'est que c'est une expérience transculturelle absolument internationale qu'Internet rend plus difficile. Le sommeil est moins régénérateur, moins profond, moins régulier et moins collectif depuis qu'on a inventé des outils de dérégulation des horloges biologiques, hein, puisque avec ces outils-là, on peut travailler à 2h du matin avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, travailler la nuit pour que ça serve le jour. Très bizarre aussi, ça. Bonne expérience de sommeil. La prochaine fois, c'est sur... Je l'ai là, c'est marqué. Y a-t-il encore une place pour la liberté? Carrément, pas la suite, mais... Voilà, c'est une vraie question. Le but ne sera pas de vous expliquer qu'on n'est pas libre, ça vous le savez déjà, on en a déjà pas mal parlé, mais quand même d'essayer de montrer qu'il y a des endroits où on l'est et comment est-ce que... En gros, ça pourrait s'appeler quel nouvel type de liberté? Quelle nouvelle marge de liberté nous avons? Lesquelles avons-nous perdu et lesquelles gagnons-nous? C'est ça l'idée qu'il y a derrière.